La Caisse des Jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici. Bonne émission. Bienvenue dans votre Reflet d'ici. Cette semaine, votre émission des nouvelles locales et régionales est rendue possible grâce à la collaboration de nos différents journalistes, techniciens et bénévoles. Merci à eux. Cette semaine à Reflet d'ici. La philanthropie, découvrez le pouvoir de donner où la vision rencontre l'action. De façon très simple, que moi je le définis, la philanthropie, dans le fond, c'est le sens de se préoccuper de sa communauté. C'est de se préoccuper des autres. L'habitation, une priorité pour le PQ. Les Airbnb ne soient pas permis là, le temps qu'on résout la crise. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été amenées et puis qui n'ont pas trouvé écho au gouvernement. Donc, Impliquez-vous dans le comité des loisirs. On avait tendance à croire dans les dernières années que c'était juste pour les jeunes, mais pas nécessairement. Le comité des loisirs peut organiser des activités aussi pour une clientèle autant jeune qu'adulte, que personne âgée, qu'aînée. Capitation, contribuer à la vie paroissiale. Alors, l'argent va foncièrement, par exemple, à Grande-Rivière, ou c'est à Pointe-à-la-Croix, ou c'est à Sainte-Anne-des-Monts. Ça ne vient pas au diocèse, ça va à la paroisse qui est appelée à accueillir ces offrandes, ces dons, qui permettent à assurer la vitalité et la viabilité d'une communauté. Un tournoi de hockey pour la communauté. On veut le grossir, tout en gardant l'aspect du hockey famille. C'est l'ADN. C'est l'ADN, c'est l'arbre qui donne sa semence, qu'on va chez le fruit, puis qu'on mange, puis que c'est vraiment quelque chose de hot. Transport des anses, un service essentiel. Le défi qu'on a, c'est de les apporter à l'heure de leur rendez-vous, puis tout ça. C'est que tu pars de Port-Daniel le matin pour apporter des gens au centre de réadaptation, ou de Gascon, ou de Newport, mais tu dois en apporter de Val d'Espoir aussi. La revue de presse. Bonne émission. Besoin d'outils pour les travaux à la maison? Besoin d'accessoires de toutes sortes? Vous avez des projets de peinture? L'équipe du magasin J. Gérard Méthode de Grande-Rivière se fera un grand plaisir de vous servir. Quelle que soit la saison, quels que soient vos besoins, notre équipe compétente saura répondre à toutes vos attentes. Venez magasiner chez nous et vivez l'expérience J. Gérard Méthode de Grande-Rivière. Visitez notre page Facebook pour connaître nos spéciaux ou venez nous voir au 28 Grande Allée Ouest, Grande-Rivière. Dans un effort de développer la culture philanthropique dans l'Est du Québec, la Fondation communautaire Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-les-Îles, en collaboration avec Centraide Gaspésie-les-Îles, organise les premiers séminaires sur la philanthropie dans la région. Comment ces séminaires influenceront-ils la perception et la pratique de la philanthropie, notamment en sensibilisant donateurs et organismes? Ronald Arsenault, directeur général de la Fondation communautaire en région, nous éclaire sur ces initiatives et leurs impacts potentiels chez nous. Une façon très simple que moi je le définis, la philanthropie, dans le fond, c'est le sens de se préoccuper de sa communauté. C'est de se préoccuper des autres. Tu sais, on a l'image quand on parle de philanthrope, on a l'image du grand millionnaire qui donne à des causes, qui participe à des événements, mais la philanthropie, dans le fond, on peut tous être des philanthropes, c'est juste se préoccuper puis s'investir dans sa communauté. D'accord. Parce que je lisais justement dans votre communiqué comme quoi dans notre région particulièrement la philanthropie est comme un peu moins développée ou peu développée. Comment est-ce qu'on mesure justement dans la population justement ce niveau de philanthropie là? Un élément qui est intéressant quand on se compare aux Canadiens anglais, dans le fond, on le voit dans les statistiques, un Canadien anglais va donner 3 fois plus qu'un Canadien français pour un même revenu, là. Donc, on compare des pommes avec des pommes. Il y a cette culture-là de s'investir, de participer à sa communauté, de se préoccuper qu'on a à travailler, nous, les francophones. Puis peut-être aussi une méconnaissance de la philanthropie, puis comment elle peut s'exercer. Alors, comment est-ce qu'on insère cette idée de la philanthropie dans la population? J'imagine ça doit se faire aussi, j'imagine, au niveau éducatif, depuis qu'on est enfant, tout ça. Mais vous, quel rôle vous jouez justement pour insérer la philanthropie? Parfait. Pour voir, là, pour expliquer un peu le fonctionnement d'une fondation communautaire comme la nôtre,
Nous, on a été mis en place par des bénévoles au début 2000, donc on est vraiment issu là, d'une réflexion régionale en Gaspésie-les-Îles à ce moment-là. Puis ça s'est développé, puis là maintenant on couvre tout l'est du Québec, ben, l'est, le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie-les-Îles. Dans le fond, une fondation communautaire comme la nôtre, c'est un outil de développement régional. Il faut le voir comme ça. On a une double mission. La première, c'est d'assurer la pérennité de l'action communautaire. Et la deuxième, qui permet de combler la première, c'est de faire de l'éducation philanthropique. Parce qu'on va le faire via la philanthropie. C'est-à-dire que ce qu'on fait, c'est qu'on crée des fonds de dotation qu'on appelle. Ça peut être avec un individu qui crée un fonds, une entreprise, un organisme caritatif ou un organisme communautaire qui va créer un fonds pour elle-même. Puis, à l'intérieur de ce fonds-là, on va recueillir des dons. Donc, des dons de différents acabits d'un peu partout. Puis, on va consolider petit à petit un actif pour chacun de ces fonds de dotation-là. Et ce qu'on fait, c'est que cet actif-là, on va faire des placements avec. Donc, vous voyez, à l'heure actuelle, notre fondation a un actif total de 25 millions. Donc, on prend ce 25 millions qui est à environ réparti dans 130 fonds de dotation qui supportent différentes causes. Puis, on va faire des placements sous une politique de placement qui s'appelle ESG, c'est-à-dire environnement, social et gouvernance. Donc, on a une politique de placement qui est développement durable. Puis, on va générer annuellement des revenus avec ces placements-là. Et ce sont annuellement ces revenus-là qu'on va redonner à chacune des causes qui sont soutenues par les fonds de dotation, d'où l'idée de la pérennité. Donc, on ne touche jamais au capital. On s'assure que d'année en année, on va générer des revenus, ce qui permet de supporter des causes, justement, ad vitam aeternam. Fait que c'est vraiment un bel outil de développement régional. Pour nous, tu sais, on l'a vécu aussi dans la pandémie, c'est synonyme d'autonomie et de résilience parce que les fonds de dotation nous permettent d'être à l'abri des crises, nous permettent d'être à l'abri des fluctuations gouvernementales, des changements de régime politique ou autres. Tu sais, beaucoup d'organismes qui dépendent soit de subventions, tout ça. Ça nous permet d'être autonome en région, de prendre notre avenir en main, si je peux dire. Donc, puis comme je le mentionnais, on va faire de l'éducation philanthropique parce qu'on a beaucoup de chemin à faire. C'est un secteur qui représente énormément de potentiel. On le sous-estime. Donc, on veut, les séminaires qui s'en viennent vont nous permettre de le faire. Bah justement, c'était un peu ma question suivante. Une des actions justement que vous allez faire, c'est les séminaires qui s'en viennent. Pour qui c'est destiné ces séminaires-là? C'est vraiment, écoutez, c'est très large à qui c'est destiné. Dans le fond, l'idée, comme de ces séminaires-là, comme on mentionnait en préambule, c'est de créer une étincelle, c'est de créer une nouvelle culture, une nouvelle façon de voir les choses pour que, en région, on se prenne en main puis qu'on se préoccupe de notre communauté parce qu'il y a énormément, on pourrait en reparler, là, mais il y a énormément d'enjeux actuellement, là. Puis, ça s'adresse aux organismes communautaires, ça s'adresse à chacun des citoyens qui a un peu ce désir-là de s'informer, de voir comment je peux aider davantage, me préoccuper de ma communauté. Puis ça s'adresse aussi aux professionnels qui sont sur le front au niveau de conseiller les citoyens dans leur gestion. On parle de comptables, on parle d'avocats, de gestionnaires financiers, de notaires, etc., qui sont là à conseiller les gens, soit dans leur testament, dans leur planification financière annuelle, de voir comment, avec les outils qui existent, ils pourraient bénéficier. Donc, c'est un peu ça qu'on veut créer, puis on veut rassembler tous ces gens-là ensemble pour créer cette étincelle-là. Est-ce que tu voudrais nous donner un peu plus de détails sur les lieux de ces séminaires-là et quand? Tout à fait. Vous voyez, on a 4 séminaires. C'est sûr qu'au Bas-Saint-Laurent, là, c'est une première tentative. Là, c'est une première essai. Ça se peut qu'on fasse d'autres séminaires éventuellement, puis qu'on essaie de vraiment couvrir tout le territoire. Mais on va avoir Rimouski. En Gaspésie, c'est Gaspé et Carleton. Et il va y avoir aussi les îles de la Madeleine, là, au printemps. Donc, vous pourrez aller voir sur notre site web, là, c'est de fin avril à début mai, là. D'accord. J'aimerais revenir sur une question peut-être un peu plus générale pour les gens qui nous écoutent. Tu faisais un peu les comparaisons là avec les Canadiens anglais versus Canadiens français. Qu'est-ce qu'on a à donner? Qu'est-ce que ça fait, je veux dire, concrètement dans le milieu? Parce que j'imagine que les gens ne donnent pas pour une certaine crainte de quelque chose, de perdre leur argent, mais qu'est-ce qu'on pourrait avoir, comment est-ce qu'on pourrait exprimer de ce qu'on pourrait avoir en retour? C'est en effet, tu sais, puis on sous-estime un peu notre capacité. On a toujours le réflexe de se dire, j'ai pas assez d'argent pour donner, tu sais, puis il faut que je protège mon revenu, il faut que je protège ma famille, etc. Mais quand on démystifie un peu les enjeux fiscaux qui sont dans un leg
une analyse financière annuelle, dans les paiements d'impôts, etc., on s'aperçoit que c'est possible. Puis je vais vous donner un exemple concret parce que quand on parle de legs, entre autres, le legs testamentaire représente un potentiel immense. En ce moment, là, parce qu'on est, à cause du vieillissement de la population, on est dans le plus grand transfert de patrimoine financier de l'histoire de l'humanité, là. Puis ça représente au Canada seulement un potentiel de 700 milliards. Dans ce transfert de patrimoine-là, il y a des pertes fiscales, il y a des enjeux avec des fois pas d'héritiers, etc. Puis je vais donner un exemple concret pour comprendre. C'est parce que les gens, comme je vous le dis, ils ne parlent pas trop des fois, puis ils ne planifient pas non plus comme il faut. Je donne un exemple. Bon, j'ai une maison, j'ai un chalet, mettons sur le bord ici là, du coin, puis moi, dans ma tête, je vais dire, bon, ben, c'est facile, le chalet ira à mon fils, la maison ira à mon fils, puis le chalet va aller à ma fille. OK? Sauf que le chalet, mettons, je l'ai construit moi-même, puis il m'a coûté 40 000. Sauf que quand il y a un transfert de patrimoine, il y a une évaluation comptable qui se fait. C'est dans la loi, c'est automatique, puis il y a une juste valeur marchande des biens immobiliers qui doit se faire. Fait que si à ce moment-là, ma fille qui reçoit le chalet, il est évalué à 150 000. Il a pris de la valeur, puis le marché a évolué, etc. Donc, elle, dans son rapport d'impôt cette année-là, va se trouver avec un gain en revenu de 110 000 parce qu'il était évalué à 40 000, puis là, elle a eu un bien qui est maintenant 150 000. Fait que si elle n'a pas l'argent pour payer l'impôt sur le gain de 110 000, elle va peut-être être obligée de vendre le chalet parce qu'elle n'aura pas les moyens. Donc, si justement j'ai bien planifié, donc j'ai prévu que je vais faire un don d'à peu près peut-être 5 à 10 de mon patrimoine à une cause locale et régionale. Donc, j'ai supporté mon milieu. Puis en même temps, j'ai protégé mon patrimoine familial parce que ça va éviter à ma fille d'avoir à payer cet impôt-là. Donc, elle va conserver le chalet. Voyez un peu les enjeux que les gens sous-estiment. Puis les comptables vont le dire, là, on pourrait tous donner 5 à 10 de notre patrimoine sans nuire à notre patrimoine. Puis s'imaginer tous les concitoyens de notre territoire dans l'Est du Québec, on parle de 300 000 habitants, arriver à faire cet exercice-là, je pense qu'on consoliderait tout notre tissu social à long terme. Oui, puis ça, j'imagine, donc ça c'est un exemple qui, j'imagine, ça brasse des gros chiffres là, les dons testamentaires. J'imagine que en tant que philanthrope, on peut parler aussi des petits dons dans sa communauté quand on donne un télédon, un je ne sais quoi, un radio-téléthon. Tout à fait. Ben, écoutez, tous les moyens sont possibles. Puis, tu sais, ce qu'on essaie de mettre en valeur, c'est les dons planifiés que je vous parle. Tu sais, oui, je pense que tout le monde est accoutumé aux dons réguliers qu'on peut faire Ouais. comme ça. C'est possible. Toute contribution est importante. Puis, tu sais, les dons planifiés, il y a les legs, il y a les dons en action, il y a les polices d'assurance vie. Tu sais, souvent, des gens, bon, durant leur carrière, vont avoir pris une police d'assurance vie pour justement protéger la famille. Il arrive un moment de leur vie où ce que bon, ils ont pris leur retraite, ils ont leur police toujours qui est conservée. Les enfants sont rendus vieux. C'est plus nécessairement, c'est plus un besoin nécessaire pour assurer comment dire, cette sécurité-là. On peut se dire, bon, ben, la police d'assurance vie, je vais en faire un don. Vous voyez un peu les choses qui peuvent être faites. Donc, c'est quand même des montants qu'on ne considère pas qui peuvent contribuer de façon notable à une cause. D'accord. Et donc c'est un peu tout ça que vous allez comme démystifier un peu durant vos séminaires, c'est bien ça? Aussi, puis dans le fond, ce qu'on veut, c'est aussi les organismes communautaires vont être présents. Il y a une partie des séminaires qui vont servir justement comment dire, faire prendre conscience aux gens des enjeux. Parce que la pandémie était dure, mais je vous dirais, la situation post-pandémique est encore plus difficile pour de nombreux organismes communautaires qui sont, je vous dirais, pas là, ils sont rendus là en ce moment parce qu'ils vivent l'inflation, ils vivent la pénurie de main-d'œuvre. Ils sont touchés par une augmentation des demandes de services, mais n'arrivent pas, ils ont de l'épuisement de personnel. Faut qu'on s'en préoccupe parce que c'est notre richesse collective qui est en jeu, là. C'est notre, comment dire, notre équilibre social. Tu veux dire que tout ça pourrait être quand même aidé et supporté, parce que tu parlais effectivement que ça peut aider à passer à travers des crises, ça pourrait justement, si on avait plus de philanthropes dans notre région, tout ça pourrait être supporté quand même s'il y avait des creux de même, comme en ce moment? Tout à fait. Tout à fait. Ben, avec tous les potentiels que je vous ai nommés tantôt, si on arrivait à les mettre en valeur, tu sais, puis vous allez voir, là, il y a un des témoignages dans nos séminaires là, qui m'a beaucoup frappé là, parce qu'on a des philanthropes là, qui s'expriment, parce qu'on a des vidéos là, qui vont être diffusées. Là. Un des philanthropes qui parle, il dit on devrait développer en région la culture de les grands-parents, tu sais, quand ils font leur testament, automatiquement devraient avoir le réflexe de faire un don testamentaire. Puis si on arrive à faire ça, puis que de génération en génération, ça se épertue, on changerait complètement la donne. Fait en effet, tu sais,
il y a des enjeux à combler, il y a des besoins financiers, puis on a les moyens de le faire. Faut justement s'éduquer à le faire. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Venez découvrir chez Sport Elite de Chandler notre vaste choix d'équipements de sport, nos vêtements pour elle et lui et notre nouvelle collection automne-hiver. Nous sommes la référence en articles de sport en région et notre équipe d'experts saura vous conseiller adéquatement pour pratiquer votre sport favori. Venez nous rencontrer chez Sport Elite de Chandler. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. Bonjour, Madame Perry-Melançon. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ben, ça me fait plaisir. C'est important pour moi, comme je suis de passage dans la région de la Gaspésie, d'accorder quelques minutes d'entrevue à nos médias, nos chers médias locaux. Très bien. Donc, justement, vous êtes en tournée. Qu'en est-il de cette tournée et pourquoi? Ben, le Parti québécois, en fait, on a tenu notre caucus à Alma, dans le Lac-Saint-Jean, avant le début de la session parlementaire. Et ben, le chef a annoncé, notre chef Paul Saint-Pierre Plamondon, a annoncé au même moment que notre Conseil national du mois d'avril porterait sur le thème de l'habitation. Et pour être en mesure de proposer un plan qui se tient et qui n'est pas du mur à mur qu'on applique dans toutes les régions du Québec, parce qu'on sait que la crise du logement, elle est vécue différemment, dépendamment de là où on se trouve, mais on voulait arriver avec des propositions qui émanent du terrain, parce qu'on a beaucoup d'acteurs qui sont impliqués dans l'habitation, qu'on pense au milieu municipal qui est vraiment très proche de l'action, les organismes communautaires, il y a des promoteurs privés aussi qui font partie de la solution. Alors, on voulait vraiment écouter tout ce qui est fait actuellement à travers les programmes gouvernementaux qui, on se fait dire, bon, fonctionnent pour certains, pour d'autres, c'est plus complexe. Alors, on voulait vraiment se faire une tête pour être capable d'arriver avec un plan en habitation qui sera adopté à ce Conseil national-là. Alors, c'est moi qui ai le mandat, là, comme porte-parole nationale, de faire la tournée des régions. Alors, on est au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie cette semaine, un peu la semaine prochaine aussi vers la baie des Chaleurs. Alors, ben, j'ai bien hâte d'entendre ce qui est fait présentement, parce que ça fait déjà quelques années qu'on se penche sur la question. Il y a des mises en chantier. Est-ce qu'il y en a suffisamment? Quel est le portrait en date d'aujourd'hui? Et c'est ce qu'on va découvrir là, dans les prochains jours. Justement, le portrait dans votre document que vous faites circuler, il y a une mise en contexte qui est très claire et assez simple, en ce sens qu'il y a un taux d'inoccupation au Québec, en Gaspésie également. Qu'en est-il si vous deviez résumer ça? Ben, la SCHL a produit une étude récemment, là, en début d'année, qui indiquait qu'on n'a jamais connu ces taux d'inoccupation-là. C'est vraiment un record, un triste record qu'on vit partout au Québec. Et mais ajouter à ça le prix des loyers et des maisons qui a complètement explosé avec les taux d'intérêt, l'inflation, le contexte économique. Donc, on se retrouve avec un marché très, très serré, avec des gens qui ont de plus en plus de difficultés à louer un logement selon les moyens. On est tous en train de, comme Québécois, payer beaucoup trop cher pour la dépense qui est associée au logement. Comment on peut revenir à disons, un portrait en logement social qui est adéquat. Bon, dans les dernières années, on a vraiment sous-financé tout ce qui était en matière de logement social, le programme Accès Logis qui sortait pas de projet. On nous disait, ben, il y a peut-être des lenteurs bureaucratiques, mais l'idée n'était pas de faire complètement disparaître le programme Accès Logis. La CAQ a décidé de le remplacer par le programme d'habitation abordable qui n'a pas l'air de faire sortir plus d'unités en logement social de nos jours. Alors, comment on peut se prendre en main comme gouvernement, parce que c'est vraiment la responsabilité de l'État d'intervenir à ce stade-ci. Ça fait des années qu'on le demande et on nous répond à la CAQ qu'il faut laisser le marché aller puis ça va s'auto-gérer. Eh bien là, la situation n'a jamais été aussi pire qu'elle est aujourd'hui. On paye les prix. Le prix moyen d'une maison, par exemple, a augmenté de 74 % alors que nos salaires ont augmenté d'à peu près 24 %. Ça ne suit pas du tout la tendance et ça fait que si on prend juste l'exemple de l'accès à la propriété, ben, il y a toute une génération de nouveaux acheteurs
qui vont attendre peut-être la fin de leur vie si on se fie à la tendance actuelle avant de pouvoir s'acheter une maison. Ça n'a pas de bon sens. Et puis, faut essayer d'aider avec des mesures concrètes là, pour le temps que la situation se rééquilibre, disons. Justement, ce que vous dites, c'est une réalité. Tout à fait. Je suis allé voir vos solutions. Parlons-en. Je vais en indiquer quelques-uns, puis quelques-unes, puis vous me direz sur lesquels vous voulez insister. Mais vous dites instaurer un registre national des loyers publics, universels et obligatoires, construire sur 5 ans un minimum de 45 000 logements sociaux, dont 10 000 pour les étudiants, doubler le montant maximal admissible du crédit d'impôt pour l'achat d'une première maison pour le faire passer de 1 500 à 3 000 et augmenter la période d'amortissement maximale pour les premiers acheteurs de 25 à 30 ans. Ça résume un peu ou vous avez autre chose à ajouter? Ben, j'ajouterais une mesure qui a fait beaucoup jaser depuis le début de la semaine parce qu'on a annoncé ce plan d'accès à la propriété-là en direct de Montréal avec Joël Arsenault, qui est notre porte-parole en habitation pour le groupe parlementaire, et notre chef Paul Saint-Pierre Plamondon. Alors, on voulait vraiment qu'il y ait un plan qui est dédié à l'accès à la propriété parce qu'on en parle peut-être moins. On est souvent habitué de parler de logement social parce que c'est là, je pense que c'est l'origine de la crise vient du fait qu'on n'a pas assez bâti en logements sociaux dans les dernières années. Sauf que on entend un peu moins parler de la situation des jeunes familles qui tentent de s'acheter une maison. Donc, j'ajouterais à ces mesures-là, vous avez fait un bon portrait, mais on veut aussi garantir un taux d'intérêt plus bas que présentement avec le taux directeur qui a augmenté. Les taux d'intérêt font partie de la problématique pour aller devant une banque et demander un prêt hypothécaire quand on sait que les taux d'intérêt sont à 5, 6, 7 ça en décourage plusieurs. Donc, il y a déjà eu un programme dans le temps de Robert Bourassa et il y en a un actuellement aussi en cours aux États-Unis qui fait que l'État négocie avec les institutions financières un taux d'intérêt avec un rabais de 3,5 %. Nous, c'est ce qu'on souhaite là pour avoir des paiements mensuels qui ont de l'allure. Et ça permettrait vraiment d'aller chercher, on faisait l'exemple là, avec une maison de 500 000 avec une mise de fonds de 10 bon, sur 25 ans, admettons, là, puis on aurait une différence de paiement de plus de 10 000 $ par année. Là. Donc, il y a des moyens d'aider, je pense, et c'est sûr que c'est sur une période de 3 ans et jusqu'à ce que le taux directeur soit un taux plus raisonnable, plus abordable. Mais je pense que ça fait partie de ce qu'on entend là, comme frein à l'accès à la propriété. Donc, il y a ça, le crédit d'impôt, le remboursement aussi admissible sur la TVQ pour les maisons neuves. On veut monter le plafond parce que là, ça concerne les maisons de 300 000 alors que on achète les maisons neuves ne se vendent plus vraiment à ce prix-là. Alors, on augmente finalement là, les incitatifs. À 600 000, si je regarde bien votre document, on passe de 300 000 à 600 000, si je regarde bien votre document. Oui, c'est ça. Puis, exactement. Donc, ajouter à ça la période d'amortissement, évidemment que c'est peut-être pas la mesure qui va vraiment tout changer, là, d'augmenter la période d'amortissement à 30 ans maximum, mais ça peut quand même aider ceux qui sont présentement en défaut de paiement. Parce que, ben c'est ça, il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté présentement à payer avec un taux d'intérêt qui a vraiment augmenté. Ceux qui avaient fait, ceux qui étaient à taux variable, par exemple, et tout ça, là, on entend beaucoup de détresse, disons, et de gens qui ne pourront peut-être pas garder leur maison. Donc, ça, c'est vraiment pour l'accès à la propriété. Vous avez aussi un peu abordé la question de la protection des locataires. On aurait aimé qu'il y en ait beaucoup plus de fait dans le projet de loi 31 là, de la ministre France-Hélène Duranceau. Joël Arsenault a proposé beaucoup d'amendements pour protéger les personnes de plus de 65 ans. Que la question d'Airbnb qui nous touche ici, fait que je peux en parler en Gaspésie. Ben, nous, ce qu'on souhaitait, c'est que dans les municipalités où est-ce qu'on est dans un taux d'inoccupation de moins de 3 %, on voulait réglementer pour que les Airbnb ne soient pas permis là, le temps qu'on résout la crise. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été amenées et puis qui n'ont pas trouvé écho au gouvernement. Donc, ça, on était bien déçus.
Mais je pense qu'il faut quand même qu'on continue à pousser puis à tenter de faire passer ça au gouvernement. Mais nous, ça va faire partie des engagements d'un gouvernement péquiste, par exemple, là, dans le plan qui sera adopté. Là, je veux pas prendre d'engagement avant que ce soit adopté par nos délégués, mais c'est dans notre proposition initiale. Alors, on va voir au mois d'avril là, toutes les propositions qui vont être bonifiées sur le plancher du Parti québécois, là, du Conseil. Donc, c'est ça. C'est en avril que le tout sera tranché de manière claire et précise pour la suite des choses si d'aventure vous reprenez le pouvoir. Deux dernières questions. J'ai vu en chambre votre chef qui brandissait un document justement qui disait sous l'évêque, sous Parizeau, sous Bourassa, tour à tour, ils avaient des plans pour l'accès à la propriété. Je me souviens très bien de cette confrontation. Le premier ministre qui disait non, on a oubliez ça, nous avons aussi des crédits, mais il a dit, il est resté ouvert aux propositions. Il a dit, je suis prêt à recevoir les propositions de votre chef. Donc, il semble avoir une ouverture peut-être. Ben, dans la parole peut-être, mais on attend toujours les actions. C'est un peu ça avec le gouvernement de la CAQ. Puis je pourrais prendre d'autres dossiers parce que j'ai fait une tournée d'entrevues sur notre plan pour lutter contre la crise des médias, par exemple. On attend toujours ce fameux plan que nous réserve la CAQ. Ça fait quand même plus d'un an, je pense, qu'ils nous parlent de ce plan-là. Même chose pour l'accès à la propriété. Je pense que la première fois que ça a été évoqué, l'histoire d'un plan, ça fait plus d'un an aussi. Donc, c'est un peu notre façon aussi de forcer le gouvernement à agir. On part en tournée, on va entendre tous les acteurs, on va avoir les solutions en main. Je fais des entrevues partout, je me rends disponible le plus possible aussi à la population. On a un courriel aussi adapté pour que les gens puissent aller témoigner ou envoyer des idées aussi en tant que citoyen. Je pourrais laisser aussi le nom du courriel. Mais il y a tous ces éléments-là qu'on met en place, mais évidemment que c'est pour mettre une pression additionnelle puis essayer de donner espoir aussi aux gens qu'on va s'en sortir de cette crise-là, mais il faut avoir des mesures, il faut avoir de la volonté. Alors, on attend toujours de voir les actions, mais s'il y a de l'ouverture à prendre les idées du Parti québécois, c'est ce qu'on veut. Au final, on invite le gouvernement à piger dans ce qu'il trouve ce ne sera pas nos idées comme telles, ce sera vraiment les idées d'une consultation à l'échelle nationale. Alors, on espère que ça va inciter le gouvernement à agir. Là. Mais je me souviens très bien du temps que vous étiez député de mémoire, vous aviez produit une vidéo sur le logement de mémoire. Dernière question, je vous laisse en 2 minutes. Un message à lancer aux Gaspésiens, ce serait quoi au sens dans le secteur du logement? Bien, moi, j'ai envie qu'on ait une région qui continue à avoir un solde migratoire positif. On a fait tellement d'efforts dans les dernières années, les élus, les groupes, Vivre en Gaspésie, plusieurs stratégies. Et là, ça me rend triste de voir que même Vivre en Gaspésie a mis ses stratégies de côté, les campagnes massives vers les autres régions du Québec pour faire venir des gens pour qu'ils s'établissent chez nous. On est obligé de mettre tout ça sur pause le temps qu'on trouve une façon d'avoir plus de logements, de maisons abordables et habitables. Alors, j'espère que tout ce qui aura été fait va pouvoir se poursuivre le plus vite possible, là, parce qu'on est une région attractive. La pandémie nous a mis sur la map. Les gens ont envie de venir travailler et vivre ici pour toute la qualité de vie de la Gaspésie. Alors, le message que j'ai à lancer, c'est justement, maintenant, tenons-nous les coudes comme on l'a toujours fait, serrons-nous les coudes. Et puis, quand le gouvernement sera là pour intervenir, nous, on sera prêts à les accueillir, ces gens-là. Alors, je pense que tous les organismes, j'espère qu'on sera encore autant mobilisés pour attirer des jeunes, des gens de partout, parce qu'on demeure une société accueillante. Mais pour ça, il faut juste que le gouvernement fasse son petit bout de chemin, là. Alors, c'est le message que je lance. Nous, on travaille fort à ce que on puisse rapidement changer la situation du logement en Gaspésie. Alors, tenez bon et j'espère vous revoir bientôt, en fait, soit dans la tournée ou dans une autre... Moi, je suis souvent là, donc je suis accessible si les gens veulent discuter de d'autres dossiers, là, de ne pas hésiter. Eh bien, merci beaucoup pour cet entretien. Merci. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.
Toute l'équipe de Michel et Terry Whittom vous attend à votre pharmacie Jean Coutu de Grande-Rivière. Pour des conseils professionnels, des produits de qualité, venez nous voir, ce sera un plaisir de vous servir. Des cosmétiques aux soins de beauté en passant par les soins de santé, c'est chez votre Jean Coutu de Grande-Rivière que vous trouverez satisfaction. Le Comité des loisirs de Grande-Rivière tiendra son assemblée générale annuelle le 26 février prochain. Et pour vous parler un peu de l'importance du comité pour la région et aussi pour vous de vous impliquer dedans, on va en parler avec Tommy Limburner, directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de Grande-Rivière. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, toi? Oui, très bien, merci. Donc, comme j'ai dit, on parle de l'AGA, de l'importance du comité. Justement, le comité des loisirs, bon, oui, par le nom, c'est les loisirs, mais c'est quoi son mandat? C'est très large, en fait, dans le sens où le comité des loisirs, à la base, ça se veut un regroupement qui représente les citoyens et la communauté de Grande-Rivière à travers les activités de loisirs au sens large qui se passent dans la ville. Quand on parle de loisirs, ça peut être autant sportif qu'activité physique, ça peut être culturel, ça peut être au niveau de la vie communautaire. On avait tendance à croire dans les dernières années que c'était juste pour les jeunes, mais pas nécessairement. Le comité de loisirs peut organiser des activités aussi pour une clientèle autant jeune qu'adulte, que personnes âgées, qu'aînés. Et c'est très large le mandat du comité de loisirs. Et d'ailleurs, parce que dans l'AGA, il y a des postes à combler. Ouais, c'est ça. Il y en a beaucoup d'ailleurs, il y en a 8. Ouais, 8 chaises à combler. En fait, ce qu'on recherche à faire avec cette nouvelle mouture-là du comité de loisirs, on peut l'appeler comme ça, parce qu'en fait, à l'Assemblée générale annuelle, là, c'est le CA qui est présent, va être complètement dissous dans le sens où est-ce que tous les postes vont être vacants. Donc, nous, ce qu'on a cherché à faire cette année pour avoir une meilleure représentativité du milieu, c'est on a 2 chaises 18-35, 2 chaises 36-50, 2 chaises 50 ans et plus, et on a 2 chaises qu'on appelle libres. Fait que il pourrait avoir au final, il pourrait avoir 3 membres 18-35 ans parce que un de ces membres-là aurait occupé la chaise libre. Fait que c'est des chaises de tous âges là, qu'on appelle. Ouais, donc, le CA a été repensé. Ouais, ça a été repensé un petit peu justement pour mieux répondre peut-être aux besoins de la communauté. Pas mieux répondre dans le sens où le comité des loisirs faisait déjà un excellent travail là, dans les dernières années, mais ça permet en fait là, à tout le monde de sentir qu'ils ont une voix dans ce comité-là, puis qu'il y a quelqu'un de leur tranche d'âge aussi, ou tu sais, avec leur réalité qui les représente et qui répondent à leurs besoins, puis qui développent des actions et des activités en ce sens-là. Qu'est-ce que la personne qui viendrait à s'impliquer dans le conseil d'administration, dans le fond, qu'est-ce qu'elle vient, c'est quoi qu'elle doit pouvoir venir apporter, on pourrait dire, c'est sûr qu'on demande à ces personnes-là d'arriver déjà avec une certaine ouverture d'esprit, une certaine créativité, parce que comme je viens de le dire, oui, tu peux occuper une chaise 18-35, mais la ville de Grande-Rivière n'est pas constituée que de gens de 18-35 ans. Donc, au niveau des activités, il faut faut couvrir une programmation d'activités qui est quand même assez large, qui va répondre à toutes les clientèles, à tous les besoins. Une créativité, on veut des gens qui savent prendre prise d'initiative, qui ont des idées à amener aussi, parce que c'est surtout ça, tu sais, quand même bien que les gens se disent oui, ok, j'ai plein d'idées, mais côté organisation, je m'y connais pas trop. Mais ça c'est secondaire dans le sens où est-ce que justement, nous, la ville de Grande-Rivière, on a toujours des représentants qui sont là avec le comité de loisirs pour aider dans l'organisation, aider dans la logistique, aider au soutien financier s'il y a lieu, et au niveau organisationnel aussi, là, pour ouvrir ces portes-là, pour aller chercher les bonnes ressources, aller chercher le bon soutien financier. Fait que c'est pas, ça prend pas des compétences hors pair en organisation d'activités ou d'événements. Ça prend juste des citoyens qui ont des bonnes idées, qui souhaitent offrir un service d'activité à sa communauté qui est représentative, justement, qui répond aux besoins et aux réalités, et qui a le goût là, de s'impliquer puis de faire rayonner là, la ville de Grande-Rivière comme à son plein potentiel. Et comme tu me disais tout à l'heure,
ça s'adresse vraiment à tout le monde. Il n'y a pas comme je t'avais demandé tout à l'heure, on n'a pas à être membre de non, il n'y a pas de membre. Il n'y a pas d'adhésion à ce comité-là. C'est tout le monde vient pour s'appliquer. Absolument. C'est comme l'Assemblée générale annuelle, justement, on invite vraiment tous les citoyens de la ville de Grande-Rivière à venir y assister pour voir un peu les membres en place en ce moment vont être là, vont pouvoir répondre à des questions sur c'est quoi les activités qui sont organisées généralement, c'est quoi au niveau de l'implication, on va pouvoir en profiter aussi pour parler des dernières réalisations du comité des loisirs, parce qu'il s'est passé quand même beaucoup de choses depuis la pandémie, là. Puis le comité des loisirs était dû pour réaliser son assemblée générale annuelle. Fait qu'on va pouvoir répondre à toutes ces questions-là. Puis pour le comité aussi, il y a pas de membrariat là où il y a pas de cotisation à payer ou quoi que ce soit pour pouvoir participer au processus d'élection à l'AGA et pour pouvoir s'impliquer sur le conseil d'administration. C'est ouvert au public, à tous les citoyens de la ville. Tu parlais qu'ils vont dévoiler un peu tout ce qu'ils ont pu faire, là. Peut-être sans vouloir passer à travers tout ce qui a été fait, peut-être nous dire un peu dans quoi le comité des loisirs s'implique. Oui, absolument. Je sais qu'entre autres, on a le fameux spectacle du mois d'avril. Absolument. C'est notre plus gros événement. C'est pas mal le plus gros événement du comité des loisirs, en tout cas qui s'en vient jusqu'à maintenant. C'est le spectacle du 6 avril prochain qu'on accueille les deux frères. Ben John Coben en première partie aussi. C'est un spectacle, c'est une tradition, là. Je pense que, si je me trompe pas, ça fait quasiment une quinzaine d'années, peut-être même un peu plus, là, qu'il y a ce spectacle-là à chaque printemps à la ville qui est organisé par le comité des loisirs. Cette année, on joint l'utile à l'agréable encore une fois, puis on remet tous les profits à Opération Enfant Soleil. Ça, c'est une des implications, mais sinon, le comité des loisirs est impliqué chaque année dans le Noël des enfants. Noël des enfants, tout le monde pense que c'est une activité de la ville. Non, c'est le comité des loisirs qui organise le Noël des enfants. On peut penser une collaboration pour les activités de la Saint-Jean-Baptiste, pour la fête de la famille aussi, pour différents événements comme ça. Mais ça peut être autant des gros événements puis des grandes fêtes que des événements un peu plus spontanés, des fois comme ce vendredi. Pour célébrer la Saint-Valentin, à l'heure de patinage libre à l'Arena, on remet à tous les patineurs qui viennent patiner un coupon pour un repas gratuit à la cantine. Puis ça, c'est supporté par le comité des loisirs. Fait que c'est le comité des loisirs qui fait la promotion de ça. Fait que des fois, c'est simplement des petites actions comme ça pour montrer que le comité des loisirs est là, qui pense à sa communauté, puis qui se sent impliqué dans son milieu. On invite les gens à venir pour s'impliquer dans le comité. Mais il y a aussi que des fois, on peut entendre des gens pourquoi vous faites pas telle activité? Ben justement, les gens qui ont des idées d'activité peuvent venir vous voir. Absolument, là, c'est le bon moment. Là. On sait la ville de Grande-Rivière, c'est une ville qui est très, très active. Les gens qui y sont s'impliquent beaucoup déjà au niveau du bénévolat. Dans nos événements, on pense au tournoi Midget qu'on a eu encore une belle participation bénévole dans les dernières semaines. Et d'autres événements comme ça. Les gens de Grande-Rivière s'impliquent énormément et ont beaucoup d'idées, puis ils ont beaucoup de choses à proposer. Puis ça, c'est le fun de travailler avec des gens comme ça. Fait que ces gens-là, justement, on les invite. Là, c'est la meilleure porte d'entrée, là, c'est ça, le comité des loisirs. C'est une porte directe vers la ville de Grande-Rivière pour proposer ces idées-là, puis pour amener un petit peu de dynamisme là, dans la communauté. Nous aider, nous, la ville, à vraiment développer une offre qui répond aux besoins et aux réalités de notre communauté. Eh bien, vous êtes tous invités le 26 février à 19h. C'est à la bibliothèque. À la bibliothèque, oui, au complexe sportif de Grande-Rivière, donc dans la bibliothèque là, à partir de 19h. On peut-être faire un petit survol de ce qui s'en vient comme activité aussi. Là, vous avez nommé l'incontournable le spectacle du 6 avril. Oui. Qu'est-ce qui nous attend aussi? On a, le comité des loisirs participe toujours dans les tournois de hockey qui a lieu aussi au niveau de la participation bénévole. Donc, on en a deux qui s'en viennent. Au mois de mars, on a la Coupe Inergex qui s'en vient ici à Grande-Rivière et on a le fameux tournoi novice là, qui est une tradition. Sinon, comme je disais, le comité des loisirs donne aussi un bon coup de main pour tout ce qui est les mardis Super Vie, qui sont nos spectacles à chaque mardi de juillet, le premier mardi du mois d'août. Fait que les autres vont revenir aussi cette année. Ouais, ça revient encore cette année. La Saint-Jean-Baptiste, la fête de la famille. Puis aussi, ce qui est le fun, c'est que ce que j'invite les gens, c'est pas en ce moment, tu sais, on aurait tendance à croire que le comité des loisirs, il faut qu'il s'occupe absolument
uniquement de ces activités-là. Mais non, si les gens ont des nouvelles activités, justement, ou des nouveaux événements à amener, à apporter des nouvelles idées, ben, le comité des loisirs, c'est la bonne place pour ça, là. On n'est pas pris dans une série d'anciennes activités. On peut très bien en avoir des nouvelles aussi, des nouveaux événements. Puis, c'est la meilleure place, là, pour développer ces idées-là. Quelque chose qu'on pourrait rajouter? Venez vous impliquer en grand nombre. Une ville dans laquelle vous vous impliquez, ben, c'est une ville qui vous ressemble. Puis, une ville dynamique comme la ville de Grande-Rivière, qui a énormément de potentiel au niveau des loisirs, culture, vie communautaire, au niveau d'événementiel, ben, ça a besoin de sa communauté pour rayonner. Puis, comme je disais tantôt, je sais que les gens de la communauté de Grande-Rivière aiment beaucoup mettre la main à la pâte. C'est le temps de faire. Tommy Limberger, directeur des loisirs, culture, vie communautaire. Merci beaucoup pour votre passage. Merci pour votre temps. Dans la MRC du Rocher-Percé, confiez la livraison de vos médicaments à vos pharmacies Uniprix. La pharmacie Uniprix, située à la place du Havre de Chandler, et la pharmacie Uniprix de Percé, située sous le CLSC, 2 succursales pour mieux vous servir. Notre équipe de professionnels vous offre des services personnalisés, sera attentive à vos besoins et toujours soucieuse de votre tranquillité d'esprit. Pour la livraison à domicile gratuite de vos médicaments en toute quiétude, faites confiance à vos pharmaciens des pharmacies Uniprix de Chandler et Percé. La campagne de capitation 2024 est en cours dans le diocèse de Gaspé. Grâce aux dons que vous faites, vous contribuez notamment aux besoins administratifs de nos églises et à l'obtention des services pour chaque étape de notre vie. Nous avons rencontré l'évêque de Gaspé, Monseigneur Claude Lamoureux, pour en discuter. Bonjour, Monseigneur Lamoureux. Bonjour, Monsieur Laverrière. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va très bien, c'est ensoleillé et une fois de plus, on constate que l'hiver est merveilleux en Gaspésie. Alors, le diocèse de Gaspé, c'est la période de capitation. Peut-être nous expliquer un peu, ça se trouve être quoi, ça, la capitation? Un nom qu'on utilise, un mot plutôt qu'on n'utilise pas souvent, capitation, qui veut dire par personne, ça vient de la racine grecque. En fait, c'est une invitation pour que chaque personne contribue à la vie de nos paroisses, à la vie de l'Église catholique. Alors, une fois par année, il y a cette sensibilisation qui est adressée à tous les catholiques adultes d'un diocèse de participer à la vie de leur communauté paroissiale pour à la fois soutenir l'action des personnes au service de ces communautés, payer le salaire du curé, payer le salaire de la secrétaire, payer aussi les dépenses afférentes à toute la vie de la communauté. On peut penser à l'entretien d'un bâtiment, on peut penser au chauffage d'une église. On sait que tous ces coûts-là sont importants et quand tout le monde fait sa part, bien, ça devient possible de poursuivre avec plus d'aisance la mission qui nous est confiée. Donc, le mot capitation, en fait, on pourrait utiliser le mot contribution, la contribution annuelle d'une personne de foi catholique à la vie de son Église. Cet argent-là qui est donné, bon, vous l'avez dit, ça a payé le curé, secrétaire. J'imagine que par ces dons-là, c'est aussi des services aussi qu'on permet d'offrir aux citoyens. Bien sûr. Tu sais, on le sait, la vie de nos communautés sont marquées par des naissances, par des décès, par des mariages, par des rites aussi d'initiation. Pensons, par exemple, à la communion, à la confirmation. Pour les jeunes familles, souvent, c'est une façon d'accompagner leurs jeunes dans la découverte de la spiritualité. Alors, il y a tous ces services-là, bien sûr, qui sont offerts. Il y a aussi l'accueil de groupes très variés qui viennent rassembler pour soit échanger autour d'un projet, soit à travers une allégeance quelconque, le nom des Chevaliers de Colomb, par exemple, ou les Filles d'Isabelle, ou toutes sortes de groupes qui peuvent venir utiliser les locaux, par exemple, de la paroisse, pour mener à bien leur propre mission, qui est des missions un peu partenaires de la vie de l'Église également.
Cet argent-là, elle se trouve, même si on le met au diocèse, elle revient toujours à la communauté, comme par exemple ici à Grande-Rivière, pour le secteur. Bien, essentiellement, l'argent ne vient pas au diocèse. La capitation, c'est foncièrement chaque paroisse ou chaque fabrique. Vous savez, les paroisses sont organisées autour d'une fabrique, qui est un équivalent d'un organisme à but non lucratif, et ils ont la mission de gérer les biens de la paroisse. Donc, la paroisse fait connaître une fois par année, bien sûr, ce grand besoin d'avoir le soutien, le support de ses paroissiens et paroissiennes. Et dans le fond, comme évêque, c'est un peu un encouragement, un soutien à l'ensemble de toutes les paroisses du diocèse d'apporter cette aide à la vie de nos communautés. Alors, l'argent va foncièrement, par exemple, à Grande-Rivière, ou c'est à Pointe-à-la-Croix, ou c'est à Sainte-Anne-des-Monts, ça ne vient pas au diocèse, ça va à la paroisse qui est appelée à accueillir ces offrandes, ces dons, qui permettent à assurer la vitalité puis la viabilité d'une communauté. Il faut dire que l'avantage aussi, il ne faut pas enlever cet avantage-là, le fait que l'Église est un organisme qui vit de la charité, si vous voulez, des dons des gens. Et les gens qui font un don assez important, bien, peuvent avoir un reçu d'impôt aussi qui permet en même temps d'avoir un allègement fiscal, mais qui permet tout autant de faire une œuvre de bienfaisance à l'endroit de l'Église qui leur demande leur support et leur soutien. Cette période-là, c'est jusqu'à quand? En fait, tout au long de l'année, on est appelé à apporter sa contribution à la vie de l'Église, mais habituellement, à la période que nous vivons, là, après les fêtes, c'est la bonne période pour rappeler cette importance-là au début d'une année du grand besoin de nos paroisses d'avoir le soutien de la majorité. Quand tout le monde fait sa part, ça devient moins lourd à porter. Mais c'est un peu le défi de sensibiliser tous et chacun à être des supporters de la mission de la vie de notre Église. Eh bien, Monseigneur Claude Lamoureux, merci beaucoup pour votre temps. Le restaurant Côte d'Or de Grande-Rivière, là où le plaisir de bien manger rencontre la qualité d'un service courtois. Le restaurant Côte d'Or de Grande-Rivière vous propose ses classiques qui ont su faire sa réputation au fil des ans. De son fameux poulet en passant par sa poutine légendaire et sa pizza gourmande, font du restaurant Le Côte d'Or un incontournable en Gaspésie. Nous offrons la livraison sur tout le territoire. Consultez notre page Facebook pour les heures d'ouverture. Le 33e tournoi de hockey familial de Chandler, qui s'est tenu du 27 au 30 décembre dernier au Centre sportif Clément Tremblay, a été un succès sur toute la ligne et une année record avec ses 17 équipes familiales composées d'hommes et de femmes, quelques 8000 spectateurs sur 4 jours, plus de 15 000 $ générés par les tirages du 50-50 et une quarantaine de bénévoles qui se donnent corps et âme, et ce, sous l'égide des Chevaliers de Colomb du Conseil 3261 Monseigneur-Ross, avec la collaboration de la municipalité. D'ailleurs, les préparatifs vont bon train pour l'édition 2024, dont les ambitions sont encore plus grandes. Mais au-delà des chiffres et des faits, il y a surtout l'esprit et la mission de ces Chevaliers de Colomb qu'il faut retenir, car leur message est clair, l'organisation de ce tournoi a pour but de donner à sa collectivité et de faire bénéficier les personnes qui en ont le plus besoin. Bref, le partage et le fait de donner sont au cœur de cette initiative. Ainsi, dans le cadre de ce reportage, vous entendrez tour à tour M. Rénal Leblanc, grand chevalier, M. Yves Dupuis, député de district du district 64, M. André Renaud-Galland, également chevalier, et un représentant civil, M. Daniel Cyr, qui sont au cœur de la machine organisationnelle. Enfin, vous entendrez le maire de Chandler, M. Gilles Darèche, qui n'avait que des bons mots pour ce tournoi et son organisation. Bonjour, M. Aron, mon nom c'est Rénal Leblanc, je suis le grand chevalier du Conseil 3261 Monseigneur-Ross, mais aussi le président et l'organisateur du tournoi familial de Chandler. Génial. Bonjour, M. Aron, moi, mon nom c'est Yves Dupuis, je suis député de district du district 64.
Et en même temps, je fais partie du tournoi de hockey qu'on a chaque année. Moi, je suis responsable du bar avec un paquet de gens. Parfait. Je vais passer à monsieur ici. Bonjour, mon nom est André Renaud-Galland. Je suis secrétaire archiviste du Conseil 3261 Monseigneur Ross de Chandler. Mon rôle au niveau du tournoi familial, j'étais responsable du 50-50 avec les vraiment gros lots qu'on a eu encore cette année. C'est parfait. Bonjour, moi, mon nom c'est Daniel Cyr. Je suis un représentant civil, responsable de l'horaire au niveau du tournoi de hockey familial depuis plusieurs années. Et également là, un participant, un joueur là, qui évolue là, depuis 1996 durant ce fabuleux tournoi. Parfait. Alors, à vous la parole. Dites-moi, je fais suite à une déclaration que vous avez faite à la salle du conseil municipal, fort intéressante d'ailleurs, et je vous ai convoqué pour voir qu'est-ce qu'il y en est de cette retombée très importante dans la communauté de ce tournoi. Je vous écoute. Oui, c'est sûr qu'on parle d'une retombée, mais il y a une histoire derrière ça pour que ça soit une retombée. C'est qu'en premier lieu, en 2018, quand la ville de Chandler m'a appelé et dit « Renan, ça te tente-tu de prendre le tournoi de hockey familial? » Il savait que moi, j'étais comme organisateur, j'étais capable d'organiser certains événements, mais aussi j'étais comme un joueur de hockey aussi. Fait que j'ai dit oui, je vais le prendre. J'ai dit, donne-moi une semaine de réflexion. Je vais regarder, je vais contacter les anciens organismes, comment ça fonctionnait, les retombées, tout ça, voir côté l'organigramme administratif pour savoir comment faire ça. Puis après la semaine, j'ai dit OK. J'avais déjà un objectif, mais j'aurais été très bien rémunéré pour ça. Mais par contre, moi, ça faisait 6 mois que j'étais chevalier. Puis quand on devient chevalier, on a des principes. Quand on se fait initier, il faut mettre en pratique nos dons, surtout certains degrés. Dans la société, tu ne deviens pas chevalier du jour au lendemain, c'est avec les mois, les heures, les années. Comme en pratique, on devient des missionnaires, on est carrément ça. Il y en a qui partent à l'extérieur, dans les pays, mais nous, on est comment missionnaires dans notre communauté. Fait que le soir, j'ai fait un rêve, que j'étais avec mes chevaliers, puis comme on dit en québécois, le party était payé. Mais là, le lendemain, j'avais une réunion avec les chevaliers. Fait que moi, dans ma tête, j'ai dit, OK, wow! Vu là, ma mission à moi, Renan Leblanc, je commençais, j'étais rien, là. J'étais seulement une recrue. J'ai dit, là, je veux faire quelque chose pour la société. Voici ma mission que je devrais faire comme chevalier. Fait qu'après ça, j'ai emmené ça au conseil. Fait qu'il y a eu beaucoup de réticences avec raison. C'est parce que dans ce temps-là, il y avait des tournois de hockey chevalier, puis ça allait plus ou moins bien, ce système-là. Ça fait que j'ai pu convaincre, que j'ai dit, OK, je vais vous ramener j'ai calculé mes choses, avec les commanditaires, tout ça, avec les équipes, d'après moi, je suis capable de vous ramener un 10 000, clair. Fait que, de un, ils m'ont traité, ils m'ont dit, ils m'ont dit ils m'ont dit que t'étais fou. J'ai dit oui, je suis fou. Tu sais, d'une façon très agréable, là. Fait que j'ai pu convaincre, puis par la force des choses, Yves, qui est député de district, vénérable député de district, qui était grand chevalier de ce moment-là. Puis après ça, j'ai dit, mais pour ça, ça me prend un dépôt de 5 000. Là, ils m'ont dit, encore là, mais là, t'es encore plus fou. Tu sais, mais c'est d'une façon agréable. Fait qu'on s'est assis, puis on a calculé nos choses. Puis on s'est dit, OK, ça veut dire que c'est de cette façon-là que le 3261 Monseigneur Ross a pris, en collaboration avec la ville de Chandler, le tournoi familial. Dans ce temps, c'était en 2018. Fait que là, on avait tous les préparatifs pour qu'il y ait ça. Le jeudi que ça commençait, cette année-là, c'était un jeudi, parce que c'est toujours du 27 au 30. Tout le monde était comme, ça va-tu marcher, ça va-tu? En fin de compte, ça a super bien été, au-delà de nos attentes. Puis quand on a fait la réunion un mois après, quand c'était la générale, il y avait tout près de 40 chevaliers à la générale. J'ai dit, excusez-moi, je vous ai compté une menterie. J'ai dit que j'aurais ramené 10 000 $, mais c'est pas ça, j'ai ramené 18 000 $. Ça fait que là, à partir de ce moment-là, là, on a dit, wow! Là, de quelle façon, maintenant on s'est assis, de quelle façon qu'on doit donner ça dans la société. Là, c'est là qu'il vient, comme on dit, le grand rôle
des chevaliers de colon. Parce que quand ça a été conçu par notre fondateur, Michael McGivney, dans ce temps-là, dans les années 1900, c'était vraiment pour aider le père travaillait, la maman était à la maison avec l'enfant. Si le père décédait, mais il n'y avait pas d'argent dans ce temps-là. C'est avec la communauté avec le fondateur McGivney, ils ont fait l'ordre des chevaliers de colon pour venir en aide à l'œuvre, aux orphelins et à la veuve. C'est avec les années, mais là, on est en 2024. Quand on l'apprend en 2018, on est rendu dans un autre domaine. On est rendu dans un autre, comme on dit là, c'est vraiment, là, c'était, on va venir en aide aux gens qui sont malades. On s'est ajusté 11 années de 2018, même là, jusqu'en 2023, là, même avec lui qui s'en vient en 2024, c'est qu'on s'est dit, quel endroit, il y a plusieurs organismes. On dit, on va aller voir les organismes. Après ça, les gens qui sont malades, les gens qui manquent de manger, et ainsi de suite. C'est vraiment venir en aide, besoin, autant de maladies, autant quelqu'un qui a besoin de manger ou ainsi de suite. Vraiment qui est dans le besoin. Ça fait que là, on est déterminé, depuis 2018, là, ça a grandi depuis ce temps-là. Plus les années avançaient, 2019 être une autre année où on a augmenté notre chiffre d'affaires. Parce que, n'oubliez pas, dans l'exécutif, on est 12 directement dans l'exécutif. Et en plus, en ajoutant les bénévoles non chevaliers, c'est tout près de 40 personnes qui travaillent pour une mission. C'est d'amasser le plus d'argent possible pour remettre ça dans la société. Mais là, le tournoi familial, c'est un tournoi. On est parti d'un tournoi où il y avait beaucoup de bisbilles, où ce que présentement c'est rendu l'endroit pour venir fêter et s'amuser. Mais c'est ça, l'esprit, on a pu transmettre l'esprit de la chevaleresse dans la communauté, dans un événement qui est grandiose. Puis cet événement-là, comme conseil, d'après les dernières nouvelles qu'on reçoit de l'État au niveau provincial, c'est la plus grosse événement qu'un conseil peut faire au Québec présentement, avec les retombées. Fait en 2019, là, 2020, 2021, on n'a pas pu rien faire à cause de la COVID. Fait qu'on a repris ça en 2022, on pensait qu'on s'arrêtait vraiment, mais là, c'était une autre année record. Puis cette année, mais c'était l'année phénoménale, où ce que dans tous les départements, autant dans l'entrée des gens, autant les équipes, dans tout, où ce qu'on a vraiment, depuis le début que le tournoi familial existe, c'était la 33e édition, on a pu aller chercher un chiffre vraiment clair de 28 000 $. Puis ça, c'est compris les 50-50 qui étaient donnés aux organismes. On a donné directement aux organismes qui est venu travailler. Ils ont travaillé pour. Mais c'était directement l'argent qu'on a donné à ces organismes-là parce qu'ils sont venus. Quel organisme, par exemple? Il y a eu l'organisme, le club de soccer de la MRC. Après ça, il y a eu un club de danse. Après ça, il y a eu un OBNL, la main. On donne la main. On donne la main ou quelque chose comme ça. Je m'en souviens pas. Excusez-moi si je m'en souviens pas du nom. Après ça, je m'en souviens plus du quatrième. On vous tend la main. On vous tend la main. C'est exactement ça, l'organisme. Puis l'autre organisme, c'était le club de course. Le petit match. Le club de course, ils font des marathons. C'est notre frère Ray Venable qui est en charge de ça avec la polyvalente. Oui. C'est tous ces jeunes-là, mais ces organismes qui ont dû travailler pour faire leur activité. Puis après ça, on a eu tout près des 50-50 de 2300, 2400 $ qui étaient donnés aux gens qui gagnaient, donc directement à la société. Ça, c'est édition 2023. 2023, c'est lui qu'on vient de terminer. Fait en général, c'est vraiment le but précis d'avoir pris le hockey familial. Puis pourquoi qu'il va aussi bien que ça? Mais c'est parce que c'est la façon de le faire. C'est qu'est-ce qu'on redonne au suivant. C'est qu'est-ce qu'on donne dans la société. Puis notre mission des chevaliers, là, on fait comme commencer. Ça fait longtemps que ça existe. Mais qu'est-ce qu'on fait présentement, là? C'est grandiose. Puis je ne peux pas passer sous silence tout le travail qui est fait par ceux-là qui sont avec nous, nos bénévoles. Mes frères chevaliers qui se donnent corps et âme. Puis c'est un 4 jours, là, où ce qui passe tellement vite. On ouvre les yeux, on est le 27, après ça, on rouvre les yeux, puis on est rendu le 30 au soir, pour on donne les trophées. C'est vraiment un 4 jours phénoménal. Puis,
chaque année, 2024, la prochaine édition, la 34e édition, on a des objectifs. On veut grossir. Là, il y a beaucoup de commanditaires qui veulent entrer avec nous, des commanditaires majeurs. Puis là, ils ont vu le but du tournoi familial. Le but, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis on guérit. C'est un exemple. On rentre dans les chambres de hockey, puis avant une partie de hockey, puis là, on dit notre speech, puis là, on dit, OK, parfait. Celui-là qui est ici, qui était malade dans votre famille? Levez votre main. Qui avait besoin d'un organisme pour aller, parce qu'il y en a qui ont le cancer, admettons, pour aller maintenant voyager, se loger, se nourrir. Il lève la main. Je dites-vous que les Chevaliers de Colomb, à quelque part, ont donné à des organismes que vous allez chercher de l'argent. Ou directement, des demandes qu'on reçoit directement. C'est une façon de donner aussi. C'est vrai que ça commence comme ça. Fait que tout ce qui est consommé, durant le tournoi familial, je leur dis, c'est que vous investissez tout le monde, soit dans l'entrée, soit dans les boissons. Qu'est-ce que vous investissez durant 4 jours va vous retourner dans la société. Puis peut-être, on pense qu'on ne va pas dire que, OK, il y a quelqu'un chez vous qui est malade, mais si ça arrive, malheureusement, mais dites-vous, les Chevaliers sont en arrière de ça. Dites-moi, donc, si j'ai bien compris, on a relancé le tournoi en 2018. Oui, parce qu'il n'y allait pas bien. Voilà. C'était quand même la 33e édition en 2023. Oui. Et est-ce qu'on a les dates déjà de cédulé pour 2024? C'est toujours, ça fait 33 ans que ça existe, c'est toujours du 27 au 30. Ça ne change jamais. Parfait. C'est rien que les journées qui changent parce que c'est ça. On ne peut pas déroger les dates à cause du travail des travailleurs au niveau municipal. Donc, on s'organise déjà, on est déjà en train d'organiser la prochaine édition. Ouais. À la fin du mois février, on veut on veut améliorer le hockey familial tout en gardant la racine familiale. Fait qu'on veut aller chercher, on va être une gang, on va s'asseoir, on veut aller chercher d'autres, on veut le grossir, tout en gardant l'aspect du hockey famille. C'est l'ADN. C'est l'ADN, c'est l'arbre qui donne sa semence, qu'on va chez le fruit, puis qu'on mange, puis que c'est vraiment quelque chose de hot. Puis moi, cette année, ce qui était vraiment, ce qu'on a reçu comme témoignage, puis qu'est-ce qu'on a vu, c'est que c'est tous des jeunes qui jouent au hockey, puis dans les estrades, à 90%, c'était tous des jeunes. Ça vient de nous dire, pour que les années qui s'en viennent, si on fait les choses comme qu'on fait habituellement, pour les 10 années qui s'en viennent, ça va être phénoménal. Plus que ça va aller, ça va devenir l'endroit, c'est déjà un endroit à venir durant les vacances, mais comme la thématique dit, c'est le party retrouvailles du temps des fêtes, en famille. Où ce qu'on s'amuse, où ce qu'on rit, ce qu'on pleure, de joie, on rit. Tu sais, il y a beaucoup d'émotions. L'hockey familial, quand M. Cyr va parler, parce qu'il vient représenter sa famille de Blé ici, vous devez savoir que c'était un tournoi hors du commun. Parce qu'on joue avec nos frères, nos oncles, nos nièces, parce qu'il y a des filles qui jouent. On joue avec nos enfants. C'est un autre aspect. On va chercher le cœur de la famille. C'est des familles qui jouent avec d'autres familles. On dit jamais ils jouent contre. C'est pas ça. Ils viennent jouer avec d'autres familles. C'est un autre aspect de voir les choses. C'est l'esprit de Noël aussi. Et c'est l'esprit de Noël. On vient s'amuser. Puis, oui, c'est un tournoi de hockey. Oui, ça se fait d'une façon très compétitive. La finale de la A, là, les témoignages qu'on reçoit, c'est du sérieux. On va voir une partie, parce qu'on a une équipe senior ici, puis on va voir la finale A, il n'y a pas de différence. L'intensité, le calibre de jeu est semblable. Fait que, on vous attend pour 2024. Parfait. Puis, c'est ça. Merci beaucoup, M. Aron. Ça fait plaisir. Je vais laisser votre collègue dire son petit mot, mais on pourrait revenir sur les autres commentaires, il n'y a aucun problème. OK, merci. Merci, Ronald, de toutes ces bonnes choses que tu viens de parler. Moi, M. Aron, c'est juste pour enchérir un petit peu ce qu'on disait tantôt. C'est plus que, comme mon frère Ronald disait, c'est plus qu'un tournoi de hockey. Ça va plus loin que ça. C'est une grande activité qui se fait. Puis je pense que l'activité de ce tournoi-là se fait pas nulle part ailleurs au Québec. Pas en famille. Pour aller à des congrès, comme que je vois chaque année, j'entends parler des activités qu'eux ont. Puis c'est jamais des grosses activités comme ça, surtout pas familiales. Puis nous autres, au niveau de la chevalerie,
ce que Rénal a emporté avec ce tournoi-là, c'est ce qui manquait un peu dans notre MRC puis en Gaspésie, parce qu'on est fiers comme Gaspésiens de dire en dehors, il ne se passe pas ces choses-là. On l'a chez nous, puis ça n'existe pas ailleurs. Mais c'est pour ça qu'on travaille beaucoup pour ça, parce que vous savez comme moi, les organismes tendent à s'en aller tranquillement. On manque de personnes. Et c'est pour ça, nous autres, on fait du recrutement aussi. À partir du tournoi, on a recruté beaucoup de gens parce que nous autres, on vieillit. Puis on se disait, comme Rénal disait tantôt, il y a des gros sous là-dedans. Il ne faut pas juste penser aux sous, il faut penser aussi à une continuité qui va se passer de cette activité-là. Si demain matin, il n'y a plus de monde qui le prend, c'est sûr qu'on ne pourra plus donner d'argent à personne. Il n'y aura plus personne qui va s'en occuper de. Puis plus ça va, moins qu'il y a d'organismes qui tient, puis ça s'en va tranquillement. C'est pour ça que c'est important, le recrutement, nous autres, de rentrer des jeunes. Puis là, dans pas longtemps, on va rentrer peut-être 7-8 jeunes qui sont intéressés à embarquer. Puis je pense que le gros morceau de ça, c'est le tournoi de hockey. Juste faire une petite parenthèse, nous autres, on parle de notre conseil 3261. Ben moi, je représente aussi les conseils de l'MRC. Soit le conseil de Gascon, Newport, et, le conseil de Grande-Rivière, le conseil de l'Espoir. C'est tous des conseils qui font des activités aussi. Puis je pense qu'on n'est pas souvent... On sort de loin un peu. Les Chevaliers, ça a tout le temps été un cercle assez fermé que personne ne savait. Je pense que ça a nuit un peu. Là, il n'y a plus de cachettes, c'était des cachettes pour rien. Même les exemplifications qu'on fait, qu'appelait initiation avant, tout le monde, toute la population peut y participer. Ça fait que c'est pour ça que ça nous donne une plus grande visibilité. Puis ça nous permet aussi de faire des activités. Puis de plus en plus, avec le peu de gens qu'on a, qui est vieillissant, on continue à garder le fort. Puis je souhaite qu'il va y avoir des gens qui vont vouloir s'impliquer avec nous autres et devenir des chevaliers de colon. Ça fait que c'est tout ce que j'avais à dire pour ça. Je vous remercie. Puis bonne continuité à notre tournoi. Bien sûr. Rebonjour mon ami. Allez-y, je vous écoute. Bonjour. Comme je vous disais, moi ça va faire 3 ans en juin que je suis un nouveau citoyen de Newport. Je suis chevalier tout de même depuis 12 ans. Quand je suis arrivé, je ne voulais pas m'impliquer tout de suite, mais là 2 ans, je me suis impliqué. On m'a demandé si je voulais m'occuper justement de ce qu'on appelle le 50-50, ou le moitié-moitié. J'ai été chercher des montants assez faramineux, puis ma job, c'est pas d'aller chercher le montant, c'est de donner justement aux gens de la société, à nos gens qui sont plus ou moins pauvres ou qui ont du besoin ou quelque chose de genre. Donc, l'année passée, j'ai été chercher un assez gros montant qu'on a redonné tout de suite à la société. Cette année, je me dis, il faut que je dépasse mon montant. Je vous garantis que je l'ai dépassé plus que je le pensais d'ailleurs. Puis je me dis que c'est donné directement à nos gens. C'est pas demain ou après-demain, c'est vraiment donné le soir même ou le lendemain aux gagnants. Et les groupes qu'on était chercher, comme Rénal nous disait tout à l'heure, on avait les pas d'allure, ceux-là qui font la course justement avec notre ami Ray Venable. Mais c'est toutes des choses qu'on essaie d'organiser pour aider la veuve et l'orphelin. C'est sûr que j'ai beaucoup d'idées en tête parce que c'est un métier que j'ai fait longtemps, donc j'ai beaucoup d'idées en tête d'amener des activités bénévoles, dans le sens qu'on va amener beaucoup de bénévoles, oui, mais que les gens vont vouloir participer. Donc ça va avoir des retombées, ça va avoir des revenus qui vont revenir, qui vont retourner encore à la société. Donc ma job, oui, c'est vraiment d'aller chercher des sous pour redonner à nos gens qui en ont besoin. C'est parfait, ce sera dit. Bonjour, c'est ça. Rénal m'a contacté hier pour m'inviter à cette rencontre, à cette conférence, pour parler un petit peu de mon expérience comme joueur au niveau du tournoi de hockey familial. Puis j'ai accepté l'invitation. Comme je le disais au départ, lors de l'introduction, moi j'évolue au sein d'une équipe durant le tournoi familial avec la famille Cyr-Blais depuis 1996. Alors, au départ, j'étais peut-être une jeune recrue, je jouais avec mes oncles, etc. Aujourd'hui, je suis plus un vétéran qu'une recrue. J'ai ralenti comme tout le monde lorsqu'on vieillit au hockey, on ralentit, j'ai ralenti,
J'ai peut-être plus les mains que j'avais auparavant, mais j'ai toujours cette passion en moi. Là. Fait que au sein du tournoi de hockey familial, ce qui est plaisant, c'est de pouvoir jouer avec des membres de ta famille. Des neveux, auparavant, comme je disais, c'était des oncles. Aujourd'hui, ils sont devenus peut-être des entraîneurs derrière le banc. Fait que c'est un grand rendez-vous familial. Puis c'est un party retrouvailles, comme on l'a mentionné au départ. On rencontre aussi d'autres familles, des amis qui sont maintenant à l'extérieur. Ils prennent des vacances là, durant le temps des fêtes pour venir disputer le tournoi de hockey familial. Fait que c'est ça qui est le fun, de la beauté, là. C'est que oui, tu disputes un tournoi de hockey, tu joues des parties durant le jour, mais en soirée ou lors entre les deux parties, ben, tu rencontres d'autres personnes. Fait que c'est ça qui est merveilleux. C'est un beau 4 jours, comme Rénal le disait plus tôt. C'est un 4 jours puis qui passe terriblement vite. Là. Tu réalises à un moment donné, tu joues ton premier match, puis c'est déjà rendu les finales le dimanche. Pas le dimanche, mais plutôt le 30. Fait que c'est ça, puis moi, je veux pas, aujourd'hui je joue avec mes neveux, puis mon objectif c'est de jouer un jour avec mon garçon. Fait que, puis je veux garder cette tradition-là au sein de la famille, fait que j'organise mon équipe, mais pour faire en sorte qu'on veut que cette belle activité demeure en place, demeure chez nous, puis aussi, rendre l'utile à l'agréable. Les chevaliers bénéficient, travaillent très fort là, durant ces 4 jours-là, puis redonnent dans leur communauté. Là. Ben, merci beaucoup. Peut-être un dernier mot, si vous voulez, je peux peut-être vous poser une question. Oui, allez-y. Il y a M. le maire de Chandler qui vous félicite pour votre travail, d'abord, pour l'avoir rencontré, et il est assez salutaire sur l'ensemble de l'effort que fait votre organisme. Oui, absolument. Il a dit aussi, puis pour peut-être commenter ça aussi, il dit Chandler, c'est une ville de hockey. Et Colin, oui. C'est vrai ça? Oui, absolument, oui. Tu rentres dans l'aréna, au centre Clément Tremblay, là, tu sens l'odeur. L'ADN, les gens qui ont connu le vieux forum disaient qu'avec un exemple parallèle, avec le nouveau Centre Bell, mais les fantômes ont resté au vieux forum. On dit que tu rentrais là-dedans, ça sentait l'ADN du hockey. Mais l'aréna de Chandler, c'est ça. Tu rentres dans l'ADN du hockey. Puis moi, j'étais un joueur de hockey, j'ai joué tout près de 12 ans dans la région senior, dans la région de Québec. Puis quand je venais ici, l'odeur est une odeur particulière. L'aréna de Chandler, là, il y a quelque chose dans cette aréna-là qui est inexplicable. On pense à des gens comme M. Albert Lévesque, qui a travaillé corps et âme. Il y a plein... Ouais. Les gens qui viennent de partout, qui sont venus, pour n'oublier pas, il y a le tournoi Pee-Wee, le deuxième plus vieux tournoi Pee-Wee, qui a 61 ans, puis le 8 de Québec a 63 ans. Fait que ça date de loin, là. Il y avait du hockey junior 2B quand on était jeunes, junior C, puis le nouveau senior, tu sais, ainsi de suite. Ça, là, il y a des gens qui arrivent de partout, que même on a vu durant le hockey familial, comme M. Cyr, qui est le président du hockey Pee-Wee, on a vu des gens qui sont venus peut-être à la 30e ou la 20e édition, puis qui s'ennuient, puis des souvenirs, quand on rentre dans l'aréna, tous les souvenirs sont là, avec les bannières, les dates, quelle année, puis le monde se remémore ça. Mais puis dans toute la Gaspésie, même dans le Bas-Saint-Laurent, on part de l'aréna de Rimouski, qui est dans la région junior majeure. Le restant, là, c'est Chandler, la plus grosse aréna, là. Puis quand tu arrives ici, tous les gens qui partent, ils disent, j'ai un de mes amis qui jouait avec moi senior, qui est venu l'année passée. Il dit, j'avais tellement hâte d'entrer pour savoir c'était quoi l'aréna de Chandler. Quand il est rentré dedans, là, il dit, là, je comprends. Quand tu es un joueur de hockey, tu le comprends, ça. C'est ce genre de phénomène-là. Là. Mais comme M. Cyr disait tantôt, excusez, à propos des familles, mais les familles, là, ils ont vu une différence. Le hockey familial, dans le temps, versus qu'est-ce qu'il est devenu. C'est pour ça qu'il était en déclin. M. Cyr pourrait témoigner, lui, en 96, c'était rough. Tu avais des polices qui venaient des estrades, c'était... En tout cas, le monde le savent, là. Mais qu'est-ce qu'il est devenu depuis 2018 versus qu'on est rendu là? Mais il y a des équipes qui reviennent. Il y a des gens qui reviennent. On est parti où on avait seulement 6 arbitres, plus personne ne voulait venir arbitrer. On est rendu à 12 arbitres qui veulent revenir, puis ils veulent garder leur place pour l'année prochaine. Méchante différence. Là. Même côté monétaire,
On est parti en 2017 quand on l'a pris. L'organisme qui l'avait a fait un travail exemplaire. Mais c'est un monde. Ton familial, c'est un monde. Voilà. C'est pour ça qu'on a emmené cet état d'être-là, cet état d'esprit chevaleresque dans l'aréna, pour justement ça, pour te dire, regarde, c'est un party retrouvailles du temps des fêtes, en famille. Puis on vient s'amuser. Ben, ce sera dit. Merci beaucoup, messieurs. C'est très gentil. Ça fait plaisir, monsieur. Merci. Merci. Bye-bye. Concernant le hockey de tournoi familial, j'ai rencontré des organisateurs, votre conseiller, bref. C'est très positif sur le plan des retombées. Vous en pensez quoi de ce tournoi? Le tournoi de hockey familial dure depuis plusieurs années. À un moment donné, il y avait comme perdu un peu de participation avec tout ça. Ça avait baissé un peu, mais là, on sent que ça, depuis quelques années, là, cette année, c'était une année record au niveau de la participation des équipes, au niveau de la population qui assiste au match. C'est un des plus beaux tournois qu'on peut avoir à Chandler. On est chanceux de l'avoir, puis on va faire en sorte que ce tournoi-là dure parce que ça amène beaucoup de gens. On sait que c'est dans le temps des fêtes, donc il y a beaucoup de rassemblements familiales. C'est un tournoi idéal, puis évidemment, c'est pas nous qui organisons la formule des parties, il y a l'organisation là-dedans. Puis je pense qu'ils le font très bien, pour les félicite pour leur travail. Puis je pense que c'est un événement majeur à Chandler, de plus en plus. Cette année, c'était, comme je le dis, c'était une année record au niveau de la participation, autant des équipes que la population qui participe. Donc, c'est un événement extraordinaire. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Tracteur LS, faites-en plus, transportez plus pour moins cher. Performance et fiabilité. Tranquillité d'esprit. Pour faire face à vos travaux sans souci, faites confiance au Tracteur LS. Disponible chez Lelièvre Mécanique Sport de Sainte-Thérèse de Gaspé. Le transport des anses est véritablement un service essentiel pour les personnes handicapées et pour les personnes âgées en perte d'autonomie dans la MRC du Rocher-Percé. Vous avez sûrement croisé l'un de ces véhicules sur la route qui transporte de manière personnalisée sa clientèle, qui demande une attention toute particulière, ce que font les chauffeurs de cet organisme sur une base quotidienne, que ce soit pour aller à la Polyvalente, au Sega, à la Joie de Vivre ou encore au Centre de réadaptation, entre autres. TVRP en a été témoin alors que nous avons eu la chance de faire un voyage matinal dans l'un de ces minibus avec le chauffeur, Christian Leblanc, dont le dévouement est entier à sa clientèle et à son métier dont il est fier de pratiquer. TVRP vous propose donc une incursion au sein de cet organisme alors que tour à tour commenteront son fondateur et directeur, M. Gaétan Darèche, notre chauffeur d'autobus et le maire de Chandler, M. Gilles Darèche, qui n'avait que de bons mots à exprimer sur cette entreprise. Alors bonjour. Bonjour, M. Haroun. D'abord, merci beaucoup d'avoir venu faire un reportage sur notre service de transport qui est très important dans notre MRC pour la clientèle qu'on dessert. Puis aujourd'hui, c'est une opportunité extraordinaire que vous nous offrez de venir, puis on tient à vous remercier infiniment. Ça fait plaisir. Écoutez, on va parler de votre organisme qui est quand même essentiel, on le sait, on le connaît depuis des années, mais le but c'est de faire découvrir votre organisme qui a été fondé quand et pourquoi? Très surprenant, notre service de transport adapté collectif d'aisance, oui, a été mis en fonction depuis 1981. À peu près l'équivalent des villes, des grandes villes comme Montréal, Québec, Laval, tout ça. On a connu le jour en 1981, ça fait maintenant 43 ans qu'on est en fonction. Et puis, ça fait 43 ans qu'on dessert la MRC au complet. C'est un service de porte-à-porte, puis qui est très important. Bon, alors, cette clientèle, quelle est-elle, cette clientèle? La clientèle, c'est des personnes handicapées et des personnes âgées en perte d'autonomie. C'est un service très spécialisé. On assure tous les déplacements des personnes handicapées et des personnes âgées à perte d'autonomie dans notre secteur, mais c'est un service de porte-à-porte. C'est encore ça qui est le plus intéressant, c'est qu'on va chercher la personne à la maison et on la rapporte à son point de destination. On lui donne le soutien de la porte à la destination. Puis, c'est un service de porte-à-porte sur tout le territoire de la MRC, puis c'est ça qui est le plus important. Ouais.
peu importe ton lieu de résidence, tu vas payer le même prix que tu sois à Val d'Espoir ou à Chandler si les deux personnes vont chercher le même service. Il y a des activités de groupe. Peu importe son lieu de résidence, il va payer le même prix sur tout le territoire. D'accord. Et ce territoire, c'est quoi en fait? Le territoire, c'est la MRC du Rocher-Percé. C'est de Percé, la ville de Percé, jusqu'à Port-Daniel. Quand même. Donc, c'est un vaste territoire. Ça a des défis de coordination, de transport, particulièrement l'hiver, j'ai l'impression. Quels sont les défis au quotidien là, que vous pouvez vivre comme vous êtes le directeur, donc vous en savez quelque chose? Le premier défi qu'on a, c'est de s'assurer que la clientèle entre aux heures qui sont prévues aux horaires des activités. Parce qu'il y a des gens qui vont y aller, ils peuvent aller en loisir, ils peuvent aller chercher des soins ou des services au centre de réadaptation, ils peuvent aller au cours à l'école, ils peuvent aller aussi faire du magasinage, ils peuvent aller aux institutions bancaires. C'est un service complet qu'on offre aux personnes handicapées et aux personnes âgées en perte d'autonomie, qui sont les services équivalents d'une personne normale de tous les jours, puis Dieu le sait, il y en a des services là, mais on réussit à arrimer tout ça dans des horaires. Le défi qu'on a, c'est de les apporter à l'heure de leur rendez-vous, puis tout ça. C'est que tu pars de Port-Daniel le matin pour apporter des gens au centre de réadaptation ou de Gascon ou de Newport, mais tu dois en apporter de Val d'Espoir aussi. Fait que ça te prend des véhicules dans chaque extrémité. Il y a un horaire qui est fait à la minute. Les gens se rendent à la résidence, donnent le soutien à la personne, embarquent dans le transport, s'assurent qu'il y a une ceinture de sécurité. Il faut s'assurer, le chauffeur c'est quand même assez particulier, on va en parler bientôt, mais c'est un service qui est de porte à porte, puis il faut entrer dans les horaires parce qu'à 8h30, le centre de réadaptation, c'est des professionnels qui les reçoivent, puis ils ont un horaire, ils ont des activités à faire pour le besoin de la personne. La même chose si une personne doit se rendre à l'hôpital pour son rendez-vous, c'est la même chose. Si une personne doit aller à l'aide juridique pour un besoin qu'elle a, bien, elle va avoir un rendez-vous à une heure précise, il faut qu'elle soit rendue. Le défi, c'est d'arrimer les horaires de façon à rejoindre le besoin de la personne handicapée. Si je comprends bien, c'est pratiquement presque personnalisé. C'est personnalisé, la personne. D'accord. Maintenant, c'est un vaste territoire. Est-ce que vous avez par exemple, de quelle heure à quelle heure vous offrez le service et combien de jours semaine? On offre le service 5 jours semaine. La fin de semaine, on peut l'avoir sur demande. Je vais revenir là-dessus après. Le matin, là, c'est pas rare qu'à 6 heures, on est réveillé, les transports sont déjà en période hivernale, ils sont en train de se faire chauffer. Pour permettre à la personne, pour permettre à la première personne qui va embarquer dedans, c'est un véhicule qui est chauffé, qui est chaud, qui est agréable à se déplacer. Si on doit se déplacer, juste pour faire un petit exercice de kilométrage, à peu près tous les jours, on doit monter à Val d'Espoir, à l'entrée du chemin le mieux. Là. On commence là, c'est quand même 42 km pour venir à Chandler. Donc le chauffeur, s'il part de Pabot pour se rendre à Val d'Espoir, il en fait déjà 42 km. Prendre le temps d'embarquer sa clientèle à Val d'Espoir. On a au 3e de Cap d'Espoir. On a au 2e de Cap d'Espoir. Ça fait que faut penser, quand tu prends un client, il faut que tu penses au facteur temps pour le faire arriver en même temps à Chandler. Puis ça, c'est des deux côtés du point central qui est la ville de Chandler. Fait que c'est une gymnastique qui est quand même très précise, puis qu'on réussit à faire tous les jours. Dites-moi, ça ressemble quoi? Est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes que vous pouvez desservir? Annuellement, je peux vous dire qu'on est près de 30 000 personnes. Desservies? Desservies. Je peux vous dire qu'à chaque semaine, je vais vous montrer quelques horaires. Là, ça, c'est le centre de réadaptation, qui est à peu près, je dirais, 112, 120 aller-retour. On a le groupe des associations des personnes handicapées, qui est quand même 4 jours semaine aussi. Puis, souvent, il va y avoir des activités spéciales. Ça, c'est, pour vous donner, j'ai reçu ce matin déjà une activité pour le 21 février. C'est 24 personnes qui vont se déplacer au chalet du Pont-Rouge. Fait que c'est facile d'apporter le monde du côté est de la MRC.
Mais ceux qui vont être du côté ouest, c'est quand même un long trajet. Mais je vais avoir quand même des gens pendant cette même journée-là qui vont aller chercher au centre de formation à Chandler. J'ai quand même toute cette clientèle-là aussi. Ça fait que c'est à peu près proche de 500 personnes par semaine régulière qu'on fait des allers-retours. Wow! Donc, donc c'est une coordination. Est-ce qu'il faut s'adapter à chaque personne a son handicap qui lui est propre. Donc, il faut s'adapter au handicap de chaque personne. Est-ce que ça, c'est une difficulté? Il faut s'adapter à la difficulté. C'est une difficulté, mais il faut s'adapter à la difficulté. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que une famille qui a des enfants handicapés, c'est une famille qui protège énormément leurs enfants, puis c'est correct. C'est ça qu'il faut faire. Pour établir la confiance, il faut que nous, là, on est précis dans les heures. On est précis au niveau du service qu'on va offrir. Puis je peux vous jurer que même si ça fait 10 ans qu'on fait la même personne, la journée où il va y avoir une petite erreur ou quelque chose de même, la réaction est immédiate. Parce que pour la famille, c'est tellement important le service que son enfant reçoit qu'il faut qu'on fasse le maximum. À chaque fois qu'on a un rendez-vous ou une annulation ou on reporte l'activité ou quelque chose de même, il faut que la chaîne de service, que ce soit, je vais vous en faire un petit exemple. Oui. Mettons que l'Association des personnes handicapées fait une activité aujourd'hui, va annuler 2 personnes. Ben moi, là, je dois m'assurer auprès de la famille que la personne qui a été annulée, elle a reçu la réponse. Mm-hmm. Elle a reçu l'information que la personne en question n'a pas d'activité demain. C'est important, puis c'est la seule façon de faire parce que c'est des personnes qui ont besoin d'une attention quand même spéciale. Particulière. C'est des personnes aussi qui ont besoin d'un soutien, pas pour tout le monde. Il y en a à travers de la clientèle, là, il y a toujours des personnes qui peuvent se déplacer puis qui peuvent faire au quotidien ce qu'ils ont besoin de faire, sauf qu'ils ont besoin d'une attention quand même qui n'est pas si demandante que d'autres personnes, mais pour certains, la majorité des personnes qu'on transporte, ça leur prend un soutien de la porte, embarquer dans le transport, et du transport, quand ils sont arrivés à destination, s'assurer que quand il y a de la glace, quand il y a de la neige, c'est des choses qu'il faut qu'on porte une attention très spéciale. Puis le chauffeur lui-même, on disait qu'on en avait parlé tout à l'heure, le conducteur d'un transport adapté, il faut qu'il connaisse les besoins aussi de la clientèle. C'est pas un chauffeur de minibus, ça, là. Lui, il faut qu'il connaisse sa clientèle. On participe des fois aussi avec les professionnels dans le domaine. Une personne peut avoir des difficultés d'adaptation de manière générale à la vie de tous les jours. On en transporte comme ça. Puis c'est pas rare de voir que ils vont demander aux chauffeurs de s'asseoir avec eux autres puis d'expliquer le comportement de la personne, quand il fait, pourquoi. Ils cherchent à améliorer toujours. Ces gens-là cherchent à améliorer le client qu'ils ont, puis nous autres, on participe à ça, autant en donnant de l'information que quand on les transporte, de leur faire attention. Oui, c'est pas des chauffeurs réguliers. C'est pas des chauffeurs, comment dire... Ces chauffeurs ne sont pas comme les autres, en d'autres mots. Ils doivent... C'est quasiment une vocation. Parce que je veux dire, quand je dois vous avouer, j'en ai un qui a pris sa retraite au mois de septembre dernier. Puis vous savez, il va dire qu'il y a une pénurie de travailleurs un peu partout au Québec, puis partout au Canada, puis partout dans le monde. Je le savais depuis le mois d'avril 2023 qu'il prenait sa retraite au mois de septembre. J'ai eu quand même plusieurs applications, mais avant de choisir la personne, j'ai été rendu au mois d'août. J'en avais peur. Juste pour trouver la bonne personne qui va fitter avec la clientèle qu'on a. Et avec votre équipe. Et avec l'équipe aussi. Parce que tu ne peux pas avoir quelqu'un qui brise l'équipe, parce que la dynamique, il faut qu'elle reste tout le temps. Il faut que tu laisses tes problèmes de côté pour
pour faire ta journée de travail. Puis une équipe, ça représente combien de personnes, combien de chauffeurs, combien de véhicules? Ici, là, j'ai 3 minibus. J'ai une caravane aussi. J'ai 3 minibus, une caravane. J'ai 3 chauffeurs à temps plein. J'ai 2 chauffeurs à temps partiel qu'il faut absolument, on va dire, toujours les garder à jour au niveau des trajets, des horaires. Ici, là, c'est pas... On a des trajets fixes pour la majorité du temps, mais il faut s'adapter très rapidement à un changement de trajet et un changement d'horaire, parce qu'il y a des gens aussi qui restent dans des familles d'accueil, et ils peuvent être placés un peu partout sur le territoire. Fait qu'il faut que le chauffeur, en même temps qu'il reste concentré sur sa clientèle, s'adapte à un nouvel horaire avec un nouveau trajet. Puis, on a toujours un objectif, il faut qu'il rentre à l'heure prévue, de son rendez-vous. Ça, c'est important. Ça fait que le chauffeur, il doit absolument avoir une bonne écoute par rapport au client. Il peut arriver, le matin, à chaque matin, on a un briefing qui se fait ici au bureau. Il y a des gens qui changent, qui vont retourner à la maison avec un autre chauffeur. Mais tous les chauffeurs connaissent toute la clientèle. 2 dernières questions. Vous avez dit que sur fin de semaine, il se pourrait qu'il y ait sur demande. Alors, comment ça fonctionne? Regardez. Le côté humain du transport adapté. L'automne dernier, il y avait une mère qu'on transporte, qu'on sait qu'elle est en fauteuil roulant. Sa fille se mariait. C'était le samedi soir. Puis, si on n'allait pas avec, elle n'allait pas au mariage de sa fille. Fait que là, qu'est-ce que c'est qui est arrivé? C'est qu'elle m'a appelé. J'ai dit oui, on va être là. On a lavé le transport qui était très beau. Plus qu'un matin que vous les avez vus, parce que là, on est pris. Mais on a fait une attention spéciale. On a tout organisé le transport. On est allé la chercher à 5 heures d'après-midi. On l'a apporté à l'église qu'elle a assise son mariage. On l'a ramené à l'endroit où ce qu'elle allait pour la soirée là, qui se passait. Puis en fin de soirée, on est allé la chercher pour la ramener chez elle. On a eu des beaux remerciements, puis on était heureux de le faire. En contrepartie aussi, les gens qui peuvent avoir de la mortalité dans leur famille, qui ne peuvent pas sortir de la maison, mais qui doivent se rendre à l'église, qui doivent se rendre au cimetière. Puis ça peut se passer la fin de semaine aussi, ça fait qu'on s'organise pour le faire aussi. Il y a des gens, ça doit faire des années que vous transportez. Ah, il y a des gens qu'on connaît. Quand ils m'appellent ici au bureau, là, ils m'appellent « Salut Gaétan, comment ça va? » Puis ça, c'est la plus belle affaire parce qu'ils ont tellement pris de confiance face au service puis face à l'organisation que maintenant, ils se permettent de m'appeler eux-mêmes. Avant, c'était les parents, mais eux, maintenant, « Allô Gaétan, comment ça va? » à leur façon. Puis on a une belle communication, puis après ça, ils me demandent qu'est-ce que c'est qu'il y a besoin comme service. Puis c'est un échange qu'on a qui est très gratifiant pour nous là, parce que on voit tout le travail qu'on a fait pour les apporter jusqu'à là, nous autres aussi. Fait que c'est une belle confiance qui est établie entre nous et la clientèle. Puis même les intervenants du milieu qui nous appellent, puis on a établi le climat de confiance qu'il fallait pour un genre de service comme le nôtre. Très bien. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Ah ben, je voudrais juste vous remercier. Ça fait plaisir. Je voudrais juste vous remercier parce que je pense que c'est le premier reportage qu'on a, puis un reportage aussi à l'aise comme qu'on a fait, c'est important. Dernière chose, ça m'allume. Nous, de l'extérieur, moi, c'est la première fois que je fais un reportage sur votre organisme, bien, on a comme cette impression, vue de l'extérieur, que c'est vraiment un service essentiel. Il est extrêmement essentiel. Il est extrêmement essentiel parce que c'est pas un service, on fait pas de politique avec ça. Avec un service de transport adapté, on ne fait pas de politique. C'est un besoin essentiel. On ne faut pas qu'on s'arrête sur un horaire, dire ben, on passe pas là, on ne le fait pas. Non, il a besoin, il faut qu'on s'organise. C'est un service qui est adapté à une clientèle qui a un réel besoin. Puis le jour où ils vont avoir le service de manière à avoir aucune contrainte, ils vont être heureux, ils vont faire partie de l'intégration de la population au complet. Merci. Je vous remercie moi aussi. C'est sûr que j'embarque avec eux. OK. Oui, j'ai bien hâte. OK. Ils me ramènent ici, c'est tout ça? Allô, ça va bien? Très bien. Merci. Bonjour, ça va bien? Très bien. Bonjour. Allô? Ça va bien? OK, il y en a là. Bon. Ah, c'est le
sport. Après-midi, c'était avec Régis après l'école. Tu peux embarquer avec lui? Tu peux embarquer avec lui? Oui. Super. Tu embarques avec vous? Oui, on peut rester ici. Je vais juste tourner un petit peu comme ça, dire bonjour à tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ça, c'est mon petit monde que j'ai en général régulièrement. C'est toutes les réguliers que j'ai jour après jour. D'accord. Ils font plusieurs activités, des fois polyvalentes, des fois au Sagra, des fois à la joie de vivre. Oui. Des bonnes journées de travail? Oui, ça fait quand même des bonnes journées de travail. Les journées, on les voit pas passer, les semaines non plus. C'est les journées. On n'arrête jamais. C'est tout à on a du monde différent durant la journée, des places différentes. Ça fait que. En tout cas, moi personnellement, je vois pas les journées passer. Ça doit être agréable de pouvoir faire ce genre de métier-là. Ben oui, c'est fun. Puis de voir qu'on rend service à ces personnes-là. Sinon, si on n'existerait pas, c'est pas tous les parents qui sont équipés pour aller les reconduire. Eux autres, cette clientèle-là, ils se manœuvrent bien. Ils sont autonomes. On a d'autres personnes qui sont en fauteuil roulant. Puis si on n'existerait pas, ben, ils auraient beaucoup de difficultés à pouvoir sortir de chez eux. Là. Ouais. Ça fait longtemps que vous faites ça? Moi, non, je suis tout nouveau là-dedans. Moi, ça fait je commence mon 5e mois. Ah, quand même. OK, d'accord. Moi, c'est carrément... J'ai parti de garage à carrément chauffeur d'autobus. OK, génial. Mais je regrette vraiment pas ma décision. Même, c'est une des plus belles décisions que j'ai pu avoir pris jusqu'à aujourd'hui dans ma vie. T'as-tu du CR remédie, Michel? Ouais. Il y a un autre de nos conducteurs qui va aller chercher vers 1h, on va l'apporter à son activité. Puis normalement, ben Michel, ben, il va revenir avec moi cet après-midi à 2h30. C'est pas mal ça nos horaires, hein, Thierry. Dites-moi, les arrêts réguliers, vous allez chercher où? Sur Sega, vous m'avez parlé de l'hôpital. Nos réguliers, à nous, là, t'as la joie de vivre. T'as le Sega, t'as la polyvalente, elle, c'est vraiment régulier, c'est jour après jour après jour. Puis le centre, le CR, là, qu'eux autres, le centre de réhabilitation, que là aussi, on va là au moins 2 à 3 fois par jour. Puis il y a la RAC à Chumnor qu'on va aussi plusieurs fois par jour. Ça, c'est vraiment nos réguliers. Après ça, il y a les gens qui s'ajoutent, là, comme par exemple, madame qui a rendez-vous pour un test de vue, chez peu importe le lunetier de la place. Fait on va la chercher, on l'amène là. Souvent on n'attend pas, mais quand elle a fini son rendez-vous, elle nous téléphone, on retourne la chercher, on la rapporte chez elle, ou peu importe où ce qu'elle reste, la villa ou dans un centre spécialisé. C'est pas mal ça. OK. C'est tellement des bonnes personnes là, que... T'as pas de mal, là? Moi, je la vois en soir. Ah, je pense pas.
soirée. Bonne fin de journée. Salut, les gars. Bye. Bye. Bon week-end à vous autres. Là, Albert. Attention, Albert. Ça, hein? Là, petit, il y a des gens qui viennent nous accompagner, là, mais là, de voiture, je devrais sortir. Albert, t'as oublié quelque chose? C'est bon. T'en manques un autre, vous allez voir dans le débouche. Michel, on va se faire l'après-midi? Ouais. OK. Ça, c'est comme toutes des maisons d'accueil. Alors, monsieur le chauffeur, on a terminé notre tour. On a commencé il y a à peu près peut-être 1 heure au Sega. On s'est rencontrés au Sega. On avait quoi, 4-5 personnes? On avait 5, nous, à bord. 5 à bord. On est parti du Sega et on a fait une tournée. Où est-ce qu'on est allé à peu près? Ben là, à partir du Sega, ben, j'ai fait le retour des gens à leur résidence. Il y en avait il y en avait normalement qui allaient à d'autres activités, mais aujourd'hui, c'était différent. Il est retourné directement à la maison. Fait qu'on est parti du Saga. Puis j'ai pris la direction de Grande-Rivière parce que moi, ma route à moi, c'est le secteur de Grande-Rivière. Fait que, à partir du Saga, direction de Grande-Rivière, ben, j'étais allé à Sainte-Laïde débarquer 2 mademoiselles chez elles. Ensuite de ça, on a continué par le village de Grande-Rivière. On a arrêté avant le village. On a été dans le rang des 14, le rang des 28. On avait 2-3 personnes à débarquer là. 2 exactement. Direct à leur maison. Puis c'est pas mal ça nos routes là, pour cette run-là. Juste terminer, on sent que vous avez le plaisir de le faire. Je sens que vous avez un beau contact avec ces gens-là, une sorte de complicité qui se développe. Est-ce que c'est bien ce que j'ai senti? Oui, mais là, comme je t'ai dit durant le transport tantôt, jamais tu vas voir ces gens-là de mauvaise humeur. Et ils n'ont pas de problème, ils n'ont pas de problème d'argent, ils n'ont pas de problème de mauvaise humeur. Ils embarquent dans l'autobus, ils sont de bonne humeur, ils sont souriants, ils te disent bonjour. T'as vu durant le transport de Sandal, ça riait. C'est de même jour après jour. Là. Et moi, ça va sur mon 5e mois que je fais ça. C'est pas encore arrivé une fois que je n'ai pogné un qui se met à broyer ou qui chiole que ça allait pas bien chez eux ou quoi que ce soit. Là. Ils sont contents d'embarquer, ils sont contents d'embarquer à leur activité, ils sont contents que je les réembarque après leur activité pour les retourner chez eux. Puis tu peux pas venir de moi. Tu peux pas apprécier ce job-là et tu fais partie de monde qui a la joie de vivre en dedans d'eux autres. Fait que oui, j'apprécie la job et j'adore ça. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Monsieur le maire, concernant le transport des anses, j'ai eu l'occasion d'accompagner l'organisme dans ses activités. C'est franchement utile et pertinent. On peut pas s'en passer de ce transport-là. Vous en pensez quoi? Vous connaissez ça, je crois. Ben, moi, ma carrière, je l'ai fait en éducation. Moi, j'étais un éducateur spécialisé. Je travaillais pour le CIS de la Gaspésie, le Centre de réadaptation de la Gaspésie. Puis, on était toujours nos demandes de transport étaient en rapport avec le transport des anses qui nous donnait un service, qui donne un service extraordinaire à nos personnes handicapées dans notre MRC. Oui. C'est un service personnalisé. Ils se rendent directement, il faut le faire, ils cognent à la porte, ils vont chercher les personnes à la maison par la main, par le bras, ils l'amènent dans l'autobus, ils l'installent. Même chose pour le retour, ils le ramènent dans la maison. C'est un service extraordinaire. Puis, c'est un service essentiel, très essentiel, je dirais, pour avoir vécu avec eux autres. J'ai embarqué avec des gens dans l'autobus, j'ai fait le trajet d'autobus avec eux autres, puis faut dire aussi que les chauffeurs d'autobus pour le transport des gens sont très humains. Ils ont à cœur leur travail, mais ils ont à cœur aussi, surtout la clientèle qu'ils desservent, puis ça c'est extraordinaire. Merci beaucoup. Plaisir. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.
Venez visiter la boutique Ariane Turbide et découvrez un univers de cadeaux à offrir à l'être cher. Notre grande gamme de choix de bijoux pour aller lui vous permettra à coup sûr de personnaliser chacun de vos cadeaux. Bijoux en or, en argent, montres et accessoires de toutes sortes et des cadeaux pour les jeunes et moins jeunes. Venez découvrir nos exclusivités en boutique. L'équipe de la boutique Ariane Turbide se fera un grand plaisir de vous servir et vous conseiller judicieusement. Port de Gaspé. Hausse de 18% des marchandises transbordées en 2023 selon Radio Gaspésie. En 2023, malgré une baisse générale de 6% du volume des marchandises transbordées dans les 4 ports de l'Est du Québec, le port de Gaspé a connu une croissance remarquable de 18%. Ce bilan positif publié par la Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie révèle une augmentation significative des revenus du port de Gaspé de 238 000 $, avec un tonnage total atteignant 110 145 tonnes. Anne Dupéré, la présidente directrice générale de la société, attribue en partie cette hausse à l'augmentation des exportations de pales d'éoliennes de LM Wind Power vers les États-Unis, avec 1739 unités de plus qu'en 2022, ainsi qu'à l'accroissement des débarquements de sel et de produits pétroliers. Par contre, les activités dans les ports de Rimouski, Matane et Cacouna ont été plus variables, influencées par divers facteurs comme les conflits internationaux, la crise économique et l'inflation. Pour 2024, Anne Dupéré anticipe une certaine stabilité dans l'ensemble des ports de l'Est du Québec. Redevance touristique de Percé, les parties impliquées ont déposé leur mémoire à la Cour d'appel selon Ma Gaspésie. La ville de Percé, l'Union des municipalités du Québec et le Comité des citoyens commerçants de Percé ont soumis leur mémoire à la Cour d'appel du Québec concernant l'appel de la décision de juin 2023 qui avait annulé la redevance touristique imposée par la ville. La Cour supérieure avait jugé nuls les règlements 575-2021 et 600-2022 de la ville de Percé, établis pour la perception de cette redevance car ils outrepassaient les pouvoirs accordés par la loi des cités et des villes. La juge Isabelle Germain avait précisé que la municipalité ne pouvait imposer un tiers comme percepteur de la redevance sans entente préalable. En conséquence, les règlements étaient déclarés nuls et illégaux. Pendant sa seule année d'implication en été 2022, la redevance avait généré 155 000 $, mais ces fonds sont actuellement gelés en attendant la décision de la Cour d'appel. La redevance consistait en un montant de 1 $ impliqué sur chaque transaction de 20 $ ou plus dans divers commerces, ainsi qu'1 $ par nuitée pour les séjours hôteliers. La contestation judiciaire a coûté 70 000 $ aux contribuables en première instance, avec des coûts additionnels estimés entre 30 000 et 40 000 $ pour l'appel. La biomasse du sébaste a chuté de moitié selon Radio Gaspésie. Le sébaste du golfe du Saint-Laurent connaît actuellement un taux de mortalité naturelle alarmant, comme le relève la dernière mise à jour scientifique de l'Institut Maurice Lamontagne. La biomasse de cette espèce a subi une baisse notable de 25% tous les 2 ans depuis son pic en 2019, passant de 4,3 millions de tonnes à 2,15 millions de tonnes en 2023. Cette diminution survient malgré l'absence de pêche commerciale. Caroline Sonnet, biologiste à l'Institut, souligne que la réduction du taux de croissance des grandes cohortes et le faible recrutement contribue à ce déclin, qui est accentué par des facteurs tels que la densité de population élevée et la réduction de ressources alimentaires, entraînant une prédation intra-espèce et par d'autres prédateurs. Néanmoins, les stocks de sébastes restent dans une zone jugée saine, offrant une perspective positive pour la reprise de la pêche commerciale. Dans le cadre de la gestion des captures, les scientifiques ont décidé de réduire de moitié le taux médian de mortalité naturelle pour déterminer le volume maximal de pêche autorisé. Une étude sur la pêche sur glace à l'éperlan arc-en-ciel à Escuminac selon Ma Gaspésie. Une étude est actuellement menée sur la pêche sur glace à l'éperlan arc-en-ciel dans le secteur d'Escuminac pour mieux comprendre cette activité populaire en Gaspésie. Le biologiste Antoine Richard du ministère de la Faune explique que l'étude vise à caractériser l'activité de pêche, y compris l'estimation de l'achalandage, l'effort de pêche, les captures totales et le succès de la pêche. Cette étude aidera à assurer une gestion durable de l'éperlan dans ce secteur. Une enquête similaire avait été réalisée en 2003 et les résultats actuels seront comparés
préparer à ceci. L'étude prend aussi en compte la pêche commerciale dans la région qui a été affectée ces dernières années par la diminution de glace. Le site d'Escuminac a été choisi pour sa popularité et les données recueillies serviront à planifier une enquête plus étendue pour l'hiver prochain. Le ministère envisage de mener de telles enquêtes tous les 5 ans. Des techniciens rencontrent les pêcheurs sur la glace pour recueillir les informations sur leurs activités de pêche. Les données recueillies aideront à comprendre l'impact des hivers plus doux sur la pêche et obtenir une image plus précise sur 2 ans. L'enquête se poursuivra jusqu'au 31 mars. Nouveau PDG adjoint au CIS de la Gaspésie selon Radio Gaspésie. Jean Saint-Pierre a été nommé président-directeur général adjoint au Centre intégré de santé et des services sociaux de la Gaspésie, prenant officiellement ses fonctions aujourd'hui pour un mandat de 4 ans. Avec une carrière de 35 ans dans le réseau de la santé et des services sociaux en Gaspésie, Jean Saint-Pierre apporte une vaste expérience à son nouveau rôle. Physiothérapeute de formation, il détient également des maîtrises en gérontologie et en administration publique. Depuis 2016, il occupait le poste de directeur du programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées au sein du CIS de la Gaspésie. Dans son communiqué, Jean Saint-Pierre exprime sa joie et son enthousiasme à l'idée de prendre ce nouveau poste, soulignant son engagement à continuer le travail en cours et à se concentrer particulièrement sur le maintien de l'offre de services dans la région. Il prend la relève de Connie Jacques, qui occupait le poste depuis 2015. Québec solidaire veut sauver les comtés en Gaspésie selon Bleu FM. Québec solidaire, représenté par sa co-porte-parole Émilise Lessard-Terrien, s'oppose fermement à la proposition de la Commission de la représentation électorale de fusionner les circonscriptions de Bonaventure et Gaspé en une seule, une mesure visant à répondre aux critères démographiques actuels. Dans une interview avec Bleu FM, Lessard-Terrien a souligné l'importance de maintenir une représentation adéquate pour la Gaspésie, mettant en avant les implications en termes d'organisation territoriale. Québec solidaire propose d'accroître le nombre total de députés de 125 à 129 pour préserver le poids politique des régions face à l'augmentation démographique significative du Québec. Depuis l'inauguration d'un plafond de 125 députés en 1989, quand la population du Québec était d'environ 7 millions, le Québec a connu une hausse démographique atteignant plus de 9 millions d'habitants en janvier 2024, soit une augmentation de 2 millions en 35 ans. Québec solidaire insiste sur la nécessité d'ajuster la représentation parlementaire pour refléter ces changements démographiques tout en protégeant les intérêts des régions telles que la Gaspésie. Déficit de 31 millions de dollars prévu au CIS de la Gaspésie selon Radio Gaspésie. Le CIS de la Gaspésie fait face à un déficit prévu de 31 millions de dollars pour l'exercice 2023-2024, largement attribuable à l'utilisation croissante de la main-d'œuvre indépendante, selon le directeur des ressources financières Jean-Pierre Collette. La pénurie de personnel de santé exacerbée par l'inflation a contraint l'organisation à recourir aux agences privées, ce qui s'avère plus onéreux en région qu'en milieu urbain. Bien que le budget annuel ait été augmenté de 3%, cela n'a pas suffi à compenser l'inflation, entraînant des dépenses supplémentaires de 8 millions de dollars. En réponse à cette situation, le CIS espère obtenir un financement supplémentaire de 4 millions de dollars pour les fournitures et d'autres montants pour couvrir les coûts associés à la main-d'œuvre indépendante. Avec un budget total d'environ 500 millions de dollars pour la région, la gestion des ressources financières demeure un défi majeur pour l'organisation alors qu'elle cherche des solutions pour maintenir la qualité de soins de santé dans la région. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Marché Guy des Bois de Sainte-Thérèse de Gaspé, le marché d'alimentation où on trouve de tout pour toutes les occasions. Du prêt-à-manger en passant par le comptoir de viande et les fruits et légumes, nos spécialistes en alimentation sauront vous satisfaire. Notre succursale SAQ vous offre une vaste variété de vins et spiritueux et de la bière à prix imbattable. Nous sommes associés à la bannière Shell et nous vendons des articles de toutes sortes pour satisfaire tous vos besoins. Venez nous voir, notre équipe se fera un plaisir de vous servir, et ce avec professionnalisme et courtoisie. Marché Guy des Bois, un incontournable à Sainte-Thérèse de Gaspé.